Pour pouvoir ressentir quelque chose en voyant une pub, il faut qu'elle parle de quelque chose qui te concerne au plus haut point. Et donc pour que ça te concerne, il faut que ce soit très humain, il faut que ce soit sincère, il faut que ce soit vrai, et que malgré que c'est une pub, tu dises « c'est vrai ». La plupart des publicités se ressemblent, mais de temps en temps, certaines nous font ressentir quelque chose et on ne les oublie pas. Emin Bennis est un spécialiste de la pub au Maroc et vous avez forcément vu son travail avec Merandina, CIH Bank, Mio et plein d'autres. Dans cet épisode, Emin nous explique pourquoi les marques doivent prendre des risques pour être entendues et il nous livre une masterclass sur le marketing. La technologie ou la nouveauté ne menace que ceux qui en ont peur. Et je suppose que tu as dû voir beaucoup de vidéos IA. Cite-en moi une seule qui t'a vraiment touché. Ça génère zéro émotion. Juste avant de revenir à cet épisode, vous êtes de plus en plus nombreux à regarder nos vidéos sur YouTube et à écouter nos podcasts sur les plateformes. Mais 90% d'entre vous n'êtes pas abonnés. Chaque semaine, on se donne à fond pour trouver les meilleurs invités. J'estime que pour apprendre, il faut écouter ceux qui font, ceux qui construisent. Et je tiens à ce que tous les contenus qu'on propose soient complètement gratuits. Avoir plus d'abonnés, ça nous aide à améliorer nos contenus et à avoir de meilleurs invités. Et donc, à continuer à apprendre des meilleurs. Donc si tu apprécies ce qu'on fait, abonne-toi à la chaîne. Emin Bennis, bienvenue. Merci. Super content de te recevoir. Pareil. Ça fait quelques mois qu'on s'est dit qu'on allait le faire. Podcast, on a discuté il y a quelques mois, quelques semaines, pas longtemps. Donc je suis très très content de te recevoir. Tu es le patron de Rap et de Tribal. Donc tu es un expert de la com, de la pub, de l'événementiel, du digital, de plein de choses, des réseaux sociaux aussi. Plein de choses sur les à peu près 20 dernières années au Maroc et sur plein de sujets. Donc voilà, aujourd'hui j'aimerais parler de tout ça. Que tu nous fasses un petit cours de la pub au Maroc, de ce que tu sais faire, de comment on fait quand on a une marque. Et voilà, et parler un petit peu de tout ça, si ça doit. Avec plaisir. Je suis là pour ça et je suis là pour partager ce que je peux partager. En fait, finalement, je me rends compte que j'ai appris beaucoup grâce au podcast. Ok. Ouais. Et encore aujourd'hui, parce que c'est pas facile d'être en permanence. T'en écoutes pas mal ? Sur la route. Sur la route, ça a remplacé un peu ma radio. Pour apprendre des choses dans ton domaine ou plus pour t'inspirer en général ? Je sais pas, ça dépend des fois, mais à chaque fois, je découvre un truc différent. Et des fois, tu entends des histoires, des gens hyper inspirants, des gens que tu n'aurais jamais rencontrés en temps normal. Et pas forcément des stars. J'ai écouté pas mal de podcasts parmi ceux que tu as fait. Et c'est aussi ça qui m'a un peu convaincu de faire ça. Je ne suis pas très podcast, j'en ai pas fait beaucoup dans ma vie et je n'ai pas trop envie forcément d'en faire. Mais le fait de voir les podcasts que tu as fait avec des gens dont j'ai jamais entendu parler et qui m'ont finalement beaucoup inspiré. D'ailleurs, franchement, il y a des gens dont je ne me souviens pas du nom, mais je me souviens des concepts. Ok, intéressant. Dernièrement, il y a quelqu'un qui a parlé de vivre et considérer tout comme un système. Ah oui, Yacine. Ouais. Yacine, ouais. J'ai adoré ce podcast. Ouais, ça, c'est un ami et je trouve ça passionnant. Ouais. Passionnant parce que c'est une lecture et qui est intéressante parce qu'en fait, ce qu'il dit, c'est que ta vie, c'est un système. Une boîte, c'est un système. Donc, tu peux organiser ce système pour mettre en place les inputs qu'il faut, créer le process qu'il faut et avoir les outputs qu'il faut. Et tu peux tout voir comme un système. La vente, ça peut être un système. Produire, ça peut être un système. Même quand on fait du service, parce qu'on peut mettre en place un certain nombre de process qui font que c'est un système, qu'il y a une entrée, qu'il y a une sortie. Donc, ouais, c'est passionnant. Mais moi aussi, ça fait des années que j'apprends beaucoup dans les podcasts. C'est pour ça que j'ai voulu en faire. Et ouais, c'est une occasion pour apprendre qui est incroyable. Ouais, c'est good. C'est une vraie révolution. En préparant hier le podcast, j'ai regardé un petit peu les quelques pubs que vous avez fait chez Rap sur les 10-15 dernières années. Et j'ai vu celle de Mio. Celle de Mio, on m'en a beaucoup parlé. Je pense que quand on a discuté rapidement, on en avait parlé, mais je ne l'ai jamais vraiment vue. Et honnêtement, j'ai vraiment été touché. Et je pense que c'est difficile de ne pas ressentir quelque chose en la regardant. Bien sûr. Il faut avoir un cœur de pierre. Très difficile. Ouais, bien sûr. Mais tout est vrai. Hein. C'est les gens que tu as vu pleurer, ils ont vraiment pleuré. C'est-à-dire que ce n'est pas du tout fake ni rien. Le réalisateur, à la rigueur, il n'a rien fait ce jour-là. Il était juste là pour capter... C'est simple. Rien. Le setup est ultra simple. Hyper simple. Et c'était un pari. Tu ne savais pas si les gens vraiment allaient réagir comme tu imagines. On ne savait pas du tout quelle serait la réaction. Et on était... Enfin, moi, je n'étais pas au tournage, mais la directrice de création m'a appelé en plein tournage. Elle m'a dit, tu dois absolument venir. Je dis, pourquoi ? Elle me dit, tout le monde est en train de pleurer. Je dis, qu'est-ce qui se passe ? Elle me dit, écoute, c'est trop touchant. Et tout. Je dis, non, mais ça, c'est bon. Je vais pleurer quand je le verrai, comme tout le monde. Mais ça fonctionne, ouais.
Et tu vois, ce que je me disais, c'est que c'est de plus en plus rare, ou en tout cas c'est rare, d'être aussi touché par une pub. C'est très très rare. Est-ce que ça a toujours été rare ou est-ce que ça l'est de plus en plus? Je sais pas. Je sais pas si c'est bon, c'est plus dur d'être touché par la pub parce que la pub a plus de mal à toucher les gens. Mhm. Avant, c'était plus facile. Avant, il y avait la logique de l'interruption, très facile. On met des programmes attractifs. Tu veux regarder ton programme, tu dois regarder la pub avant. Ouais. On te coupe le programme au moment où il est le plus intéressant. Tu veux continuer le programme, tu regardes la pub au milieu. Maintenant, c'est plus comme ça. D'abord, il y a beaucoup de contenu, beaucoup plus de contenu que les gens regardent. Et puis, la pub, tu peux l'ignorer très vite. Donc, les formats pour ignorer la pub sont beaucoup plus faciles. Les adblocks existent. Donc, l'attention est devenue quelque chose d'extrêmement, avec énormément de valeur. Et donc, forcément, pour être touché, tout simplement, je veux dire, pour être exposé, c'est déjà plus difficile. Alors, pour être touché par quelque chose qui s'appelle pub, que tu peux observer tout de suite, hein, ça a écrit sponsorisé dessus, c'est un look de pub, ça apparaît dans des écrans de pub, c'est plus difficile. Est-ce que c'est parce qu'on voit de plus en plus de pubs et de plus en plus d'informations qu'on s'habitue un petit peu au format et que du coup on est un peu moins touché? Il y a une culture maintenant, c'est-à-dire que les gens savent le ressort de la pub. Avant, les gens ils croyaient que la pub c'était la vérité. Mhm. Tu vois, pour eux, ça y est, s'ils voient un truc à la télé, c'est 100% vrai. Maintenant, ils savent que c'est de la pub. Donc, ils ont ce regard critique par rapport à toutes les choses. Et donc, ils connaissent le ressort de la pub, de comment la pub veut te toucher, ce qui est le cliché de la pub. Et du coup, ça veut dire qu'il faut être de plus en plus créatif? Oui, bien sûr. Bah déjà, il faut essayer de passer au-dessus de ça. Il ne faut pas ignorer, il ne faut pas se dire comme si, non, non, on va leur dire et puis ils vont y croire. Ouais. Non, c'est pas vrai. Il ne faut pas faire croire des choses comme ça aux gens, surtout pas dans une pub. Donc il faut innover, faire différemment. Oui, bon, c'est un process qui est beaucoup plus complexe qu'il avait pu l'être avant. Mais la pub, finalement, c'est pour promouvoir un produit. Mais les gens ne sont pas intéressés par les produits, enfin, sauf quand ils veulent les acheter, etc. Mais Mhm. bon, c'est encore différent. Et si tu veux, pour pouvoir ressentir quelque chose en voyant une pub, il faut qu'elle parle de quelque chose qui te concerne au plus haut point. Et donc, pour que ça te concerne, il faut que ce soit très humain, il faut que ce soit sincère, il faut que ce soit vrai, et que malgré que c'est une pub, tu te dises, c'est vrai, j'ai jamais entendu ça, j'y ai jamais pensé, je l'ai jamais vu comme ça. Et c'est que là que tu ouvres une petite porte au message pour parvenir. Au moins, voilà, tu Ouais, acceptes d'écouter quelque chose. tu vois, on dit souvent que ce qu'on se rappelle des gens, c'est comment ils nous font ressentir. La pub, c'est ça. Tu vois, la pub de Mio. Je pense que j'oublierai pas cette pub Bien sûr. parce que j'ai ressenti un truc ultra fort. Et du coup, et ce qui est intéressant aussi, c'est que ensuite tu relis la marque. Alors, on fait pas de pub pour Mio, c'est juste qu'en l'occurrence, c'est une très bonne pub. Bien sûr. Mais ce qui est intéressant pour vous après, c'est que tu relis la marque à ce truc que tu as ressenti. Donc, tu l'oublies pas. Exactement. Parce que tu mémorises les émotions. Tu mémorises pas les messages. Tu mémorises les émotions, tu mémorises les gens qui te les font sentir. Tu mémorises un truc qui est un ensemble. Tu mémorises pas une accroche toute seule ou un visage tout seul. Tu mémorises un ensemble. Et cet ensemble, c'est un ressenti. Voilà, il faut réussir à faire ressentir quelque chose. Et donc, Mio, la base, c'est quoi? C'est venir dire, voilà, on a une nouvelle lessive. Mais tu arrives dans le secteur qui est le plus ancien dans la pub. Limite, les détergents ont inventé la pub. Si Ouais. tous les codes de la pub ont été faits par les détergents. Ça lave plus blanc que blanc, blanc que blanc. Et toi, tu arrives là-dedans, personne ne te connaît. Tes concurrents investissent massivement. Ils sont installés depuis des années, ils sont connus et reconnus, ils sont internationaux. Et toi, tu arrives là-dedans, Et c'est difficile de se différencier sur le bien produit. Quoi, on va sûr. pas Tu as se moins mentir. d'argent, Ouais. donc tu as moins de capacité à montrer ta pub, tout simplement, avant même de la trouver. Tu as moins d'ancienneté, les gens ne te connaissent pas, donc tu as tout à écrire. Et tu arrives dans un secteur qui est très, très, très crowded. Il y a beaucoup de monde, c'est très compétitif. Et il faut que tu arrives à sortir du lot. Et donc, quand on a fait cette campagne, la chance qu'on avait, je pense, c'est que le fondateur de Mio est un homme d'affaires qui est très aventurier.
Le gars, il est venu, il a dit, écoutez, j'ai pas beaucoup d'argent, mais j'ai envie de faire un truc qui... C'était le début de la marque, hein, c'est plus le cas. Hein. La marque, aujourd'hui, c'est une très grande marque qui est une grande entreprise, avec des vrais budgets, avec des trucs, c'est plus du tout... Mais là, c'était le départ, et il était conscient. C'est rare qu'un C'était client... peu après le lancement? C'était quasiment le lancement. Quasiment le lancement. C'était quasiment le lancement. Lui, il avait une très belle histoire. C'est quelqu'un qui avait travaillé, fait des usines pour Unilever, je pense. Donc, il avait produit tous ses produits pour Unilever. Et puis, un jour, il s'est dit, pourquoi je vais produire pour eux? Je vais produire pour moi. Je produis pour les Marocains, une marque marocaine. Et donc, il a eu cette idée-là, qui était très intéressante. Et donc, il est arrivé là. Il a dit, je vais faire un truc différent. Et au moment où on a voulu faire ce truc, donc on a commencé à regarder qu'est-ce qu'on peut faire, et on s'est rendu compte que dans les pubs de lessive, il y avait essentiellement des femmes. Ok. Parce Donc, que héritage de pub depuis 50 ans oui. et que c'est resté... C'est la première question qu'on s'est posée. On s'est dit, ok, c'est qui la cible? Les ménagères. Ok, pourquoi? Pourquoi? Ménagères de moins de 50 ans, etc. Tout le monde dit ça, mais pourquoi est-ce que c'est les femmes qu'on cible? Parce que c'est comme ça. Socialement, c'est comme ça. Depuis très longtemps, c'est les femmes qui s'occupent de la maison, donc qui s'occupent de ces tâches-là. C'est dit, ok, d'accord. Donc ça, c'est sûr. Donc le premier challenge, c'est de se poser la question, pourquoi c'est les femmes? Donc pourquoi pas les hommes? D'abord. Et puis, donc, on a commencé déjà à aller dans ce sens-là, de se dire, ok, ça, déjà, on peut le faire un petit peu différemment. Et puis, on s'est dit, bon, en discutant avec les femmes, alors, première réaction qu'on a eue quand on a testé le concept sur les femmes, il y avait la moitié des femmes qui ont rejeté l'idée. Parce qu'elles ne se projetaient pas sur elles, mais elles se projetaient sur leurs enfants. Qui ont rejeté l'idée, laquelle? Sur leurs fils. L'idée qui rejetaient l'idée qu'on fasse une pub de ménage pour les garçons. Ok, donc vous avez testé On a testé le concept. Avec des groupes de femmes? Avec un groupe de femmes. Mais avec une pub avec un homme? Avec une pub où il n'y avait que des hommes. Que des hommes, ok. D'accord, on mettait en avant les hommes. Et on avait ce concept bien ta'awud al-shqa. Et donc, on fait ça. À ce moment-là, réaction des femmes qui disent non, moi, mon fils, je veux pas, qui machin. Ça veut dire quoi? Un homme qui fait le ménage, un homme qui fait la lessive, tout ça. Quand même. Donc, il y a quand même une réaction. Bon, mais ça ne nous a pas empêché. On s'est dit non, on y va quand même. Et donc, on avait fait la première campagne où on avait montré juste une campagne avec que des hommes qui font le ménage. Ça, c'était plus un test. Elle était... C'était une campagne. Elle était faite. C'était très bien, très bonne réaction, etc. Et puis après, la deuxième campagne, on s'est dit, OK, là, il faut aller un petit peu plus loin, ouvrir la conversation sur... C'est pas l'idée de dire que c'est les hommes qui doivent faire ça, ou les femmes qui doivent faire ça. Pas forcément d'arriver à donner une vérité là-dessus. Juste poser une question. OK, disons que c'est pas toi qui le fais. Mais les gens qui le font pour toi, si quelqu'un le fait pour toi, quel qu'il soit, ta mère, ta soeur, ta fille, tout ça, qui fait ça, est-ce que tu es conscient? Est-ce que tu t'en rends compte? Est-ce que tu réalises? Déjà, ou juste... est-ce que tu es conscient ou est-ce que tu trouves ça normal? Ouais. Comme le fait que quand on reçoit le brief, il y a écrit ménagère. Ouais. Et que tout le monde trouve ça normal. Il n'y a pas un brief de lessive qui arrive dans une agence et que quand on voit la cible, on dit ménagère et on dit oui, évidemment. Personne ne se pose la question. Donc toi, en tant qu'homme, chez toi, à la maison, est-ce que tu te poses cette question? En fait, non. Donc on s'est dit, il faudrait que on se réveille, qu'on se dise, OK, comment est-ce qu'on va faire dire aux gens? Juste, prends conscience. Et on s'est dit, en fait, les femmes qui s'occupent de ça, parce qu'aujourd'hui, la réalité sociale, c'est que c'est encore une très grande majorité de femmes qui prennent en charge ces tâches, est-ce qu'elles travaillent avec leurs mains? Et les hommes ne regardent pas vraiment les mains. Personne ne s'en rend compte. Aujourd'hui, toi, est-ce que tu regardes les mains de ta mère en disant « ces mains, elles m'ont fait grandir » Non, pas vraiment. Et donc on s'est dit, on va faire ça. Et donc on a pris les mains de toutes ces femmes, des filles, des sœurs, des mères, et on les a mis en noir et blanc, et on a exposé ces mains-là aux hommes qui étaient concernés, c'est-à-dire au papa, aux frères, à l'enfant. Et on leur a dit, à ton avis, c'est les mains de qui? Et là, ils ont commencé à décrire
c'est des mains de plombiers, d'agriculteurs, des mains qui D'ouvriers, souffrent, d'ouvriers, des mains qui endurent, Ouais. la dureté de la vie, tout ça. Et puis à la fin, on leur dit, on va te révéler, c'est les mains de qui? Et là, quand le mec, il voit sa fille, j'oublierai jamais lui, parce qu'il m'a touché très fort, quand il a vu sa fille, c'était un monsieur, c'était un taxi, et il a vu sa fille, et il lui a dit, c'est tes mains. Et tu vois le gros mec costaud et tout, il a vu ses mains, et là, il a commencé à pleurer, parce que il s'est dit, waouh, ma fille, elle fait ça pour moi, et moi, je me suis jamais rendu compte de ça. Je Il me a suis pas ressenti jamais quelque posé la chose question. d'hyper fort. Et ben là, ça y est, il s'est bien pleuré. Mais tu vois, il y a plein de choses dans ce que tu dis. C'est que, en fait, sur le sujet, vous avez pris du recul et vous avez aussi déconstruit des éléments qui sont très basiques. Bien sûr. Plein de sujets qui sont comme ça, qui ont toujours été faits comme ça. Et là, vous vous êtes dit, OK, qu'est-ce qu'on peut changer, mais sur la base même. Pas, on n'essaie pas de rajouter un vernis. Comment on peut complètement déstructurer le sujet? Bien sûr, Et qu'est-ce qui reste ensuite? bien sûr. Il faut trouver une vérité humaine, profonde, sincère. Il faut trouver une vérité, quelque chose qui est là devant nous, qu'on ne voit pas, où la marque, elle peut apporter quelque chose. Et puis après, cette marque, il faut qu'elle prenne une position. Après, c'est là où il y a le courage qui va rentrer en ligne de compte. Il faut qu'elle prenne position, c'est intéressant. Et dans ce que tu dis, je t'ai vu dire ça autre part ou l'écrire, mais tu parles beaucoup de culture. Dans ton langage, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup le mot culture. Bien sûr. Euh, et tu lis souvent la communication, la marque, le branding, la pub, etc., à la culture et au fait que certaines marques ont un impact ou pas sur la culture et qu'il faut qu'elles prennent le risque d'avoir un impact sur la culture. Bien sûr. Comment tu relis la culture et la construction d'une marque, la publicité? Ben, si tu viens à voir, toutes les marques et tous les produits font partie de la culture. À un moment ou à un autre. Regarde ta montre, tes vêtements, tes lunettes, ton café, ton eau. À un moment, tu rentres en une espèce de pilote automatique et tu prends des habitudes et tu suis un collectif, tu vois, social. Et voilà, on prend ce café parce qu'on prend tous ce café et on prend ce dentifrice parce qu'on utilise tous ce dentifrice à peu près. Parce que voilà, donc la consommation est une part de la culture. Ça, c'est d'office. Sauf à quelques rares exceptions près. Mais là, c'est des produits. Quand on parle de marque, ça veut dire que déjà, il y a un groupe qui consomme ça. Et donc, déjà, à la base, tu es dans la culture. Et les marques, souvent, ce qu'elles veulent, c'est changer des comportements. C'est-à-dire que quand ils te disent, moi, j'aimerais que les gens achètent mon produit, soit avant, ils ne l'achetaient pas, soit ils en achètent un autre. Mais dans l'absolu, il a déjà un comportement, il a déjà un quotidien, il a déjà quelque chose, il a déjà... Et la pub, ce qu'elle veut, c'est changer ce comportement. C'est très dur de changer une habitude. Hein. Demande aux gens qui veulent arrêter de fumer, ou qui veulent arrêter de manger du sucre, ou qui veulent faire du sport. Très, très difficile. L'être humain est une créature d'habitude. On a des habitudes et on prend nos habitudes. Et tu veux changer un comportement, tu veux lui dire, écoute, tu sais quoi, ce que tu fais ça, c'est pas mal, mais tu pourrais faire ça, ce serait mieux. Il ne suffit pas de le dire. Tu vois. Donc, il faut comprendre qu'est-ce que le changement, il impacte, quel est son impact dans la culture, de manière générale. Et donc, passer du simple truc fonctionnel, du genre, cette banque est moins chère, ce cake est plus ça ne fait pas changer d'habitude. Non, pas du tout. Parce que c'est fonctionnel, ça ne touche pas. J'ai l'information, mais je vais l'oublier tout de Mais suite. en fait, et c'est vrai, mais en disant ça, je me rends compte, 99% du temps, c'est pas le produit qui te fait changer d'habitude. Non. Du tout, c'est la marque. C'est la marque et surtout, c'est la proposition que la marque te fait à travers ses produits. Donc ça va changer beaucoup. Et donc, il faut essayer de trouver un combat un peu plus large que le cake est plus moelleux, la banque est moins chère, la voiture va plus vite. Et ça veut dire que si on veut changer quelque chose dans la culture, il faut, ce que tu dis, prendre un combat. Donc, il faut prendre position dans le cadre de la culture et de la société dans laquelle on est inscrit. Exactement. Tu vois, par exemple, Steve Jobs, Think Different, c'est un peu prendre position pour les originaux, les gens différents, les créatifs, Les gens qui veulent défier le statu quo.
Qui veulent défier le statut quo, exactement. Voilà. Je fais une petite pause dans cet épisode pour vous parler de mon partenaire que vous connaissez déjà, Hostinger. À chaque fois que j'ai lancé un projet, il y a un moment dans le process où j'ai réfléchi à la création du site internet. Et souvent, cette étape demande beaucoup de temps et d'investissement, surtout si on décide de travailler avec des freelances ou avec des agences. C'est pour ça que je voulais vous parler d'Hostinger, un outil simple d'utilisation qui vous permet de créer vous-même en un week-end un site avec un rendu ultra professionnel. Vous pourrez créer votre site en quelques étapes simples, vous décrivez en quelques phrases ce dont vous avez besoin, ou vous choisissez parmi les templates. Vous personnalisez votre site web et vous publiez votre site en quelques clics. Pour ça, allez sur Hostinger et choisissez le plan qui vous convient. Je vous conseille le plan Growth qui inclut jusqu'à 50 sites internet créés, des boîtes email, des outils d'emailing, la possibilité de créer un site e-commerce et plein d'autres choses. Une fois le plan choisi, vous pourrez commencer à créer votre site internet. Si vous choisissez Hostinger Horizon, vous pourrez créer votre site web en discutant avec une IA. J'ai fait un test, j'ai écrit une phrase simple pour demander à l'IA de créer un site pour mon podcast et j'ai été impressionné par le résultat. En quelques minutes, le site a été généré et je pouvais ensuite le modifier simplement en parlant avec l'IA. Ensuite, il suffit d'appuyer sur publier et c'est en ligne avec l'hébergement, le nom de domaine et l'adresse email professionnelle déjà inclus. Si vous venez de notre part, vous aurez une réduction de 10% sur les produits Hostinger. Pour ça, il faudra utiliser le code NEXTWAVE. Je vous remets ce code en description. Donc créer votre site web n'a jamais été aussi simple. Vous pourrez créer un simple portfolio, un système de réservation ou même un CRM. Donc allez-y, utilisez le code NEXTWAVE et sur ce, on reprend l'épisode. Si tu veux être comme tout le monde, IBM, Microsoft, machin, comme tout le monde. Ouais. Tu vois, Et lui, il arrive et il dit, OK, j'ai un produit qui est beaucoup plus ergonomique, qui fait que les ordinateurs ne sont pas réservés à des informaticiens. Ils peuvent être pour tout le monde. Ouais, je ne sais pas si tu as vu la pub 1984. Bien sûr. Incroyable. Bien sûr, ouais, bien sûr. Bah, ça, c'est des classiques. C'est des classiques, ouais. Ouais, c'est des classiques. Et du coup, il faut choisir un combat. Il faut choisir un combat. Et nous, on le fait quasiment. On essaie de le faire systématiquement. C'est-à-dire, si tu prends par exemple ce qu'on fait pour Merandina, si tu arrives et que tu dis ce cake est plus moelleux, une marque comme Merandina ou un produit comme Merandina n'aurait jamais survécu dans une catégorie où il sort quasiment un nouveau biscuit par semaine. Elle n'aurait jamais survécu. Parce que, voilà, un parmi d'autres. Mais aujourd'hui, les gens, ils sont attachés. Parce que quand ils prennent ce cake, ça leur fait ressentir quelque chose. Et puis que ça s'est installé dans leur quotidien, dans leurs habitudes. Et puis, au-delà de ce qu'on appelle l'organoleptique, c'est-à-dire juste le fait de goûter la sensation chimique de consommer le produit ou même l'effet de satiété, il y a une émotion qui est devenue associée à ça que les gens ressentent vraiment. Donc on est arrivé, on s'est dit, OK, qu'est-ce qu'on fait ? On est une génoise. C'est 2 génoises, très exactement, qui sont collées avec un layer en chocolat, un cœur en chocolat, qu'on appelle. Et donc on s'est dit, en fait, c'est l'apologie de la douceur. Donc, quand tu manges un Merandina, tu ne manges pas un Kit Kat ou un truc plus croustillant. C'est un truc qui est doux. Donc déjà, tu fais un choix. Techniquement, tu fais un choix. Tu dis, je préfère le doux au crispy, maintenant. Tu vois ? Donc, concrètement, il y a un choix. Tu as choisi entre quelque chose qui va être plus doux, qui va être plus indulgent, plus apaisant, qui te fait ressentir, plutôt qu'un truc qui va te uplift you ou te stimuler, ou Red Bull, ou un truc, ou une barre énergétique, ou un truc comme ça. C'est pas pareil. Même s'il y a du sucre dedans et qui va quand même te uplifter, mais tu choisis une autre version de la vie à ce moment-là. Ça ne veut pas dire que tu ne vas pas en consommer d'autres, mais à ce moment-là, c'est ça que tu choisis. Donc, tu es en train de dire, OK, c'est cool d'être doux. Et quand tu es une marque comme Merandina, tu dois dire, et c'est parce que c'est ta vérité, tu dis, j'aime quand c'est doux, j'aime quand ça fond. Et j'aime quand il y a un cœur au milieu. Et depuis toujours, Merandina avec un cœur, et j'ai rouge. Voilà, je suis déjà ça, naturellement, et donc je crois à ça. Et donc quand tu arrives dans une société comme le Maroc, tu te rends compte qu'on est très dur. Malgré qu'on est latin et tout, on est dur. Dans le sens où, ouais, on ne montre pas nos émotions. Non. Ça, c'est pas dans notre culture. C'était pas dans notre culture, en tout cas les anciennes générations. Ton père, il est là, il est distant. Ton père, il te dit je t'aime. C'est compliqué. Mon père, il me l'a dit 2 mois avant de mourir, quoi, tu vois. Genre, on a vécu toute une vie. Non, tu vois, c'était pas quelque chose qui était dans notre. C'est pas comme ça. Bon, c'était comme ça. Si tu le voyais, tu te dis c'était comme ça. Mais avec le temps, tu dis non, c'est pas comme ça. La vie, c'est mieux quand tu exprimes. Tu vois, moi, je dis ça 10 fois par jour à mes enfants. C'est mieux. Et je trouve ça mieux. Ça me fait du bien à moi et je pense que ça leur fait du bien à eux. Et c'est mieux. Donc, moi, je défends ça.
je suis une marque, je suis Mérandina, je veux défendre le fait que quand tu aimes quelqu'un, il faut lui dire. Que quand tu ressens quelque chose, il faut le dire. Moi, je crois à ça. Et que cette douceur, c'est toujours mieux. Si tu laisses ton cœur fondre et que tu exprimes les sentiments positifs d'amour que tu peux avoir, c'est bien. C'est énorme de partir de Mérandina et en fait, en réalité, de trouver un combat qui est vraiment pertinent. C'est ça. C'est Et tout à l'heure, on a parlé d'une lessive, on peut parler de... Et en fait, tu peux toujours trouver un combat. Il y a toujours une idée derrière chaque action que tu vas faire ou chaque produit, il y a toujours une idée de la vie. Avec des contres. Tu peux pas être tout. Aucun produit n'est tout. Donc, le produit, il défend toujours quelque chose, même si tu n'es pas au courant. Souvent, les gens ne sont pas au courant. Les clients qui viennent nous voir, ils ne sont pas au courant de qu'est-ce que défend leur produit. Tu vois, et donc, tu dois trouver cette chose qu'elle défend, comprendre quelle est la situation actuelle dans notre pays, et se dire, OK, il y a une vérité humaine, il y a une petite tribu qui défend ça. Et bien nous, on va se mettre avec cette tribu, on va défendre la même idée parce qu'à la base, c'est notre idée. Ouais. Ta bio sur WhatsApp, c'est It Takes a Village. Exactement. Parce que, bien sûr, parce qu'après, pour exprimer ça, tu dois avoir plein de gens autour de toi. Bien sûr, il y a déjà, quand je parlais de tribu, je parle plus de tribu de consommateurs, mais après, il faut une tribu de créatifs, une tribu d'experts, une tribu de passionnés pour prendre une marque qui est très théorique et la transformer en émotions qui sont ressenties. Tu as parlé de trouver un combat et tout à l'heure de déconstruire un peu le sujet, peut-être parfois déconstruire des parties, tu disais les femmes, la lessive, prendre du recul, partir de la lessive et aller sur un combat qui est beaucoup plus large. Comment vous travaillez sur ça à l'intérieur des équipes? C'est-à-dire, est-ce qu'on se met tous autour d'une table et ça a l'air compliqué. Là, c'est le résultat d'un travail, d'une réflexion. Mais quand tu es autour de la table et que tu as juste le produit et qu'il faut que tu déconstruises tout ça, que tu relis ça à la culture, que tu choisisses peut-être une opinion, une position en opposition ou à côté de la culture ou de la majorité, comment on trouve ces idées? Écoute, d'abord, c'est vrai que c'est très collectif. On a une méthode, on a un process, on a une petite... c'est pas une recette, mais c'est juste une méthode. Et cette méthode, c'est poser énormément de questions. Énormément de questions. Donc, il y a le client ou pas? Poser Au des début, questions. Bah oui, bon, le client arrive avec un brief. Il arrive avec un brief, mais c'est flou ou c'est déjà une intention? Peu importe. Ça dépend. C'est un input. Ça change, mais c'est un input. C'est-à-dire que lui, à son niveau, il a son point de vue. C'est pas toujours ce que vous allez faire, directionnellement. Non, c'est jamais. Ok. C'est jamais ce qu'on va faire. De toutes les façons, c'est jamais ce qu'on va faire. Parce qu'à la base, nous, on ne sait pas ce qu'on va faire, lui non plus, donc c'est tout à fait normal. Il est à point de départ. Lui, ce qu'il veut, c'est gagner des parts de marché, c'est réduire la sensibilité au prix, c'est promouvoir un nouveau produit, c'est faire connaître une nouvelle marque. Il a plein d'objectifs qui sont vraiment liés à son business. Donc, lui, il arrive avec un enjeu business. Et lui, il aimerait bien juste pousser ses arguments produits et mettre de l'argent derrière et ça y va. Mais il le sait. La majorité des clients qu'on a, on est très chanceux parce qu'on a des gens cool avec nous, enfin des clients vraiment sympas. Il arrive avec une idée de dire, voilà, j'ai un problème de business, maintenant il faut transformer ça en quelque chose que les gens peuvent ressentir. Donc ça, en général, maintenant avec le temps, qu'on a installé l'histoire de l'agence et tout, les gens, ils arrivent, ils savent un peu que c'est ça. C'est-à-dire qu'ils savent que vous allez faire quand même quelque chose d'un peu différent. Ils savent un peu que c'est notre méthode, c'est notre manière de faire. Donc s'il vient chez nous, c'est qu'il veut ça. Donc il arrive avec cette idée, il dit, voilà, j'ai ça, maintenant comment on arrive. Donc on pose des questions. On lui pose des questions sur pourquoi il veut faire ça, pourquoi maintenant, ses consommateurs, ils en pensent quoi, quel type de consommateur il va avoir, c'est quoi l'image du succès dans le futur, la catégorie, ses concurrents, la croissance, les concurrents qui lui font mal, les petits concurrents qui grandissent, les gros concurrents qui souffrent. Tout ça. Des questions très techniques business, honnêtement. Au début, on est très comprendre... Ah, c'est high level, c'est l'objectif. Ouais. Au début, on veut comprendre le client, son problème, son environnement. Est-ce qu'il a vraiment bien défini le problème? Est-ce que c'est vraiment ça le problème ou pas? Parce que j'imagine une partie du temps, en fait, le problème il est à côté. Ou... Lui, tu sais, c'est comme nous tous. Même nous, quand on veut faire des trucs de l'agence, on n'y arrive pas. C'est-à-dire que c'est très dur de penser soi-même. Bien sûr. Souvent, donc, quand lui, on réfléchit à soi, on pense qu'on a un problème, mais peut-être parfois que c'est un autre problème, ou on pourrait l'écrire différemment, ou le voir différemment. C'est pour ça que quand tu as un problème, tu vas avoir un ami, tu commences à lui raconter, il te pose des questions, et là, tu peux avoir un... Donc nous, on agit un peu comme cet ami qui te pose des questions. Donc au début, ils arrivent, on leur pose énormément de questions, même des fois à les perturber, à leur poser des questions un peu provocantes et tout. Et de là,
surgir déjà des premières vérités. On va définir le problème ensemble, avec le client, de dire, bon, voilà, c'est bien ça le problème, on est d'accord sur le problème. Une fois qu'on est d'accord sur le problème, là, va arriver à la phase de questionnement pour passer du problème de business à la réalité consommateur, à l'insight culturel, de passer du produit à la culture. Ce chemin-là, on va le faire comment? D'abord, on va se poser des questions sur le consommateur. C'est qui? Quelles sont ses habitudes? Quelles sont ses influences? Quelles sont ses tensions? Quelles sont ses frustrations actuelles? Après, on va aussi s'intéresser beaucoup à l'entreprise. Pourquoi elle fait ça? Comment elle a commencé? C'est quoi son idée originale? C'est quoi ses perspectives futures? Sur le consommateur, ça veut dire qu'il faut que dans l'équipe, tu aies une diversité telle que, quel que soit le sujet, il y a toujours quelqu'un qui comprend? Ou est-ce que ça veut dire que si tu n'as pas ça, il faut que tu ailles les voir et que tu parles à des consommateurs? On fait beaucoup d'immersion. C'est-à-dire qu'on va aller discuter avec des gens. Et plus que faire des études, on fait ce qu'on appelle coffee session. C'est-à-dire on prend 2-3 consommateurs et on commence à discuter. Et on découvre un peu, on fait des petits groupes et on découvre un petit peu de quoi il s'agit. On parle pas de ce que nous on veut, mais on parle de ce que lui veut parler dans le moment. C'est-à-dire que dernièrement... Ce qui est intéressant, c'est pas le lien, lui, avec le produit ou la marque. Non, c'est lui, sa vie, en fait. Lui, sa vie comment. D'accord. Parce que dernièrement, on a eu un gros sujet sur une marque avec la Gen Z. On consomme beaucoup d'études. Alors, on a beaucoup d'études, on consomme beaucoup d'études. Alors, on est parti faire ce focus group avec Gen Z. Donc, on a demandé 3 groupes. Un 18-20, un 20-22 et un 22-25. Et ça date d'il y a peut-être 2 mois, un truc comme ça. Et on fait le truc avec les deux et on se rend compte que la Gen Z, c'est n'importe quoi. C'est-à-dire que le gars qui est entre 18 et 20, il n'a rien à voir avec le mec qui a 20-22, qui n'a rien à voir avec le mec qui a 22-25. Ah ouais. Mais l'évolution est vivent dans rapide. 3 mondes totalement différents. Il faut qu'on reste sur ça, c'est super intéressant. Ouais. C'est quoi la différence? Mais tout. C'est-à-dire que déjà, ils ne sont pas dans le même stade de leur vie. Il y en a un qui commence à peine ses études post-bac, donc il a plein de questions par rapport au futur, etc. Il y en a un qui est à la veille de commencer à trouver un boulot, donc lui, il commence à penser à son intégration. Et il y en a un, il est dedans. D'accord? Et tu peux trouver, par exemple, plus de maturité dans une génération chez des gars qui ont 19 ans que chez des gars qui en ont 24. Bizarrement. Tu peux trouver, à l'époque c'était encore le mouvement Gen Z d'ailleurs. C'était en plein dedans. On était peut-être une semaine avant, mais tu sentais le truc, c'est-à-dire que tu pouvais presque le prédire. C'est-à-dire que des gars qui ont 19 ans... Et 18-20 ans plus tôt? Oui. Okay. Franchement, moi j'étais bluffé par la maturité des gars. Des plus jeunes? Maturité politique. Des plus jeunes? Des plus jeunes. Incroyable. Une maturité politique incroyable. Des décisions de vie incroyables. C'est-à-dire C'est-à-dire le truc de... Tu sais, te dit, ne me dis pas qu'est-ce que tu fais dans ton 9 à 5, dis-moi ce que tu fais dans ton 5 à 9. C'est-à-dire que pour lui, cette idée que nous, on avait de la réussite professionnelle, non, l'ordre des priorités a changé. Vraiment, profondément. L'ordre des priorités a changé. Et donc, ce qu'ils vont consommer comme réseaux sociaux, il va changer d'un groupe à l'autre. La priorité. C'est-à-dire que, par exemple, ceux qui ont 24-25, connectés sur WhatsApp, sur Instagram, ça va être leur média prioritaire. Et c'est leur mode de communication. Ça va être leur mode de communication prioritaire. Et les 25-30, ils sont... Et ceux qui sont en 18-20, leur mode de communication prioritaire, c'est WhatsApp. C'est-à-dire sur ces 2 groupes-là, on a trouvé un groupe qui était... Alors que tu aurais dit l'inverse. J'aurais dit Snapchat direct. J'aurais dit Snap ou... Sur TikTok, tu peux pas écrire, je crois. Pareil. J'aurais dit Snapchat. Eh bien, tout l'inverse. C'est-à-dire qu'on a trouvé des gars qui étaient très Insta et d'autres qui étaient hyper WhatsApp parce qu'ils te disent, moi, en fait, j'ai pas envie de parler à des gens que je connais pas. Ok. Du tout. Moi, je veux parler qu'à des gens que je connais. Donc, vraiment, je suis très limité. Même Instagram, hyper amis proches. Ma consommation des réseaux sociaux, elle est hyper cadrée. Mais ça, je le vois. Tu vois, souvent, on dit que les plus jeunes, voilà, les pauvres, les réseaux sociaux, ils vont passer leur vie sur les réseaux sociaux, etc. Mais en réalité, moi, j'ai plus peur pour les gens qui n'ont pas... Enfin, les gens qui n'ont pas grandi avec ça, je pense, que les gens qui ont grandi avec ça. Parce que souvent, les gens qui ont grandi avec ça... Je prends l'exemple de mon neveu, par exemple. Ouais. Il a 19 ans.
et je vois son téléphone, il me dit il est tout gris. Je lui dis pourquoi il est gris? Non, mais il est gris parce que du coup j'utilise moins le téléphone, donc en fait moi il est que en noir et blanc mon téléphone. Ok. Les applis sont bloquées, il a des limites de temps. En fait, il a 19 ans, mais il a une organisation, une discipline et plein d'outils que personne n'a entre 25 et 35 ou 35-45. C'est une tendance profonde chez les 18-20. Et ça, c'est très, très intéressant. Et ça, tu es choqué quand tu vois ça. Tu dis... Un jour, j'étais avec un... Et ça, on l'a appris. C'est un gars que j'ai connu, un mec brillant qui aujourd'hui est un fonds d'investissement dans le Moyen-Orient, qui est un mec hyper successful. Et il était dans la com aussi avant. Et je lui dis, mais comment tu sais c'est quoi la prochaine innovation? Il m'a dit, c'est pas la peine de lire les études. Trouve un gamin de 12 ans, va voir ce qu'il fait aujourd'hui, c'est ça le futur. Et donc, plus tu avances dans la jeunesse, plus tu peux découvrir à l'avance qu'est-ce que ça va être le futur. Ouais. Et donc, cette distance qu'ils ont pris vis-à-vis des réseaux sociaux, c'est hyper... Donc, ce que tu vois là actuellement chez les plus jeunes, c'est une partie qui prend quand même la distance avec les réseaux sociaux. Oui, okay. Qui contrôlent énormément, qui savent qu'ils sont contrôlés, alors distraction, physique, au sport, hyper important, de plus en plus. Sport, healthy lifestyle, fume pas. Ouais. Un autre. Très intéressant. Ouais. Donc on disait sur le process, tu vas aller voir les gens et leur parler. Et donc là, tu prends des insights, donc par exemple sur les Gen Z ou autres. Une fois que tu as défini ça, vous réfléchissez, vous, entre vous, en chambre pour avoir des idées, justement? Voilà, donc on va croiser tout ça et on va essayer de se dire, OK, cette marque-là, quel rôle elle a à jouer là-dedans? Quel rôle elle a à jouer, mais dans la vie des gens, dans et la vu vie, ce qu'ils vivent, vu leurs problématiques, etc. Okay. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle a à faire là-dedans? C'est tout. Et des fois, tu découvres des insights, mais tout bêtes. Et parfois, tu n'as pas d'idée. Parfois, tu n'as pas d'idée. Bon, au début, tu n'as toujours pas d'idée. Mais avec le temps, quand tu découvres des choses, tu en as plein. Après, il faut les filtrer, il faut trouver la bonne. Et puis après, petit à petit, tu trouves un embryon d'idées. Et puis après, tu l'enrichis avec une équipe créa, avec des artistes, avec des musiciens. Et petit à petit, les choses, elles prennent forme. Comment tu es arrivé dans la publicité au tout début? Moi, l'histoire... Par hasard, vraiment. À la base, ma mère bossait dans une agence de pub. Et moi, je devais avoir 15 ans. Et à l'époque, le téléphone, les gens, ma famille, ils fermaient ça avec un cadenas. Je ne sais pas si tu as connu ça. Non, c'est-à-dire Non, parce que c'était les téléphones à cadran. Ça, je l'ai connu. Et ça coûtait horriblement cher. Mais ça coûtait très cher, ouais. Okay. Et alors, pour éviter que les enfants ils parlent au téléphone trop longtemps, ils mettaient un cadenas sur le téléphone. Donc, parler au téléphone, c'était vraiment le max. C'était très cher. C'était un grand luxe. Et donc, nous, on aimait tous parler au téléphone. Tu vois, à notre âge, on voulait connecter, appeler des gens, appeler nos amis, rester des heures, mais c'était impossible, tu n'avais pas le droit de faire ça. Et donc, je suis parti la voir dans son boulot, et elle était directrice développement. Elle développait des trucs avec les clients. Et elle parlait tout le temps au téléphone. Tout le temps. Et je lui dis, c'est ça ton travail? Elle me dit, c'est ça mon travail. Je dis, je veux faire ce travail. C'est tout. Je veux faire ce travail, c'est bien. J'aime bien ce travail, il faut parler au téléphone. C'est ce que je veux faire. Je veux faire ça dans la vie parce que ça paye et tu fais un truc qui est cool, parler au téléphone, c'est génial. Voilà, c'est parti comme ça. Et puis après, bon, j'avais quelques aptitudes à écrire et ça, c'est assez naturel parce que mon père était journaliste. Okay. Donc je pense que j'ai hérité ça dans l'ADN. Écrire, c'était super important pour rentrer dedans? Non, mais moi j'aimais ça. Okay. Donc j'aimais les phrases, la poésie, tu vois, j'aimais la beauté de l'écrit. Et donc ça, plus ça, j'ai dit tiens, je vais faire de la pub. Et petit à petit, j'ai découvert un peu c'était quoi la pub et je trouvais ça un peu funky. C'était un milieu entre l'artistique et le commercial. Et je sentais que c'était un peu... C'était bien, j'aimais bien ça. Et puis après, j'ai fait des études de ça. Et puis... Je fais une petite pause dans cet épisode pour te parler de mes amis et partenaires TapTapSend que j'utilise personnellement et qui soutient NextWave depuis le début. Si tu habites en dehors du Maroc, tu dois absolument connaître TapTapSend. J'ai personnellement vécu 10 ans en France et comme tous les Marocains qui habitent à l'étranger, j'ai voulu envoyer de l'argent vers le Maroc. Certains veulent soutenir des proches, certains veulent épargner au Maroc ou investir leur argent, mais dans tous les cas, dans ces moments-là, on recherche 3 choses: rapidité, simplicité et le moins de frais possible. C'est ce que propose TapTapSend. Il permet d'envoyer de l'argent vers le Maroc depuis une trentaine de pays dans le monde et ce qui m'a convaincu, c'est que les transferts bancaires sont gratuits.
En gros, leur modèle, c'est une petite marge sur le taux de change et ils sont transparents et compétitifs. Ils proposent un des meilleurs taux du marché. Donc si vous voulez envoyer de l'argent vers le Maroc, ne réfléchissez pas et téléchargez l'application TapTapSend. Vous pourrez transférer votre argent vers des comptes bancaires, mais aussi vers CashPlus ou AfaCash. Si vous venez de notre part, vous recevrez un cadeau lors de votre inscription. Par exemple, 15 € depuis la France ou 25 $ depuis les États-Unis. Donc téléchargez l'application TapTapSend et utilisez le code NEXTWAVE. Je vous remets en description toutes les infos. Vous êtes déjà des centaines à avoir utilisé l'application et certains m'ont remercié pour la recommandation. Et j'aimerais à mon tour remercier l'équipe TapTapSend de me soutenir depuis le début de NextWave. Et sur ce, on peut reprendre l'épisode. Mais du coup, tu étudies ça. Oui. Et ensuite, la première boîte dans laquelle tu travailles, c'est Rap? Non, pas du tout. J'ai travaillé en France d'abord. Ok. J'ai travaillé en France. J'ai fait un UT à Paris, très professionnalisant. Je n'étais pas particulièrement un bon élève. Même, je pense que je n'étais pas un bon élève du tout. Mais à la fin de mes études, mon père il m'a dit voilà, si tu vas aller à l'étranger, il faut que tu aies ton bac avec mention. Alors du coup, je me suis motivé un peu, j'ai eu mon bac avec mention, à la surprise générale, parce que c'était pas du tout mon état d'esprit. Et je suis parti faire cette UT. Mon idée, c'était juste de vite fait pouvoir travailler, tu vois. Et puis une fois que je suis rentré là-dedans, j'ai découvert un peu la science derrière la com. Et j'ai aimé ça. Je me suis dit j'ai pas trop envie de travailler tout de suite, j'ai envie d'étudier un peu plus. Et donc j'ai fait un concours d'une école qui s'appelle le CELSA à Paris. Et je me suis dit, je vais faire ça. Ouais. Le concours était très tôt. J'ai réussi à l'avoir. Donc là aussi, probablement contre les attentes de ma famille. Et j'ai fait ça. Et j'ai beaucoup aimé. Après, j'ai travaillé à Paris. Et puis après, mon père est décédé. Et mon frère, qui était médecin, et il devait aller faire sa spécialité en France. Et donc, ma mère allait rester toute seule ici. Donc, c'était un choix en me disant, OK, je dois rentrer. À quel âge? Écoute, 24 ans. Et là, tu crées directement... Non, écoute, Rap, je suis rentré là-dedans, ça existait déjà. Okay. Ma mère, elle s'était associée avec un gars, elle était minoritaire dans cette boîte. Elle m'a dit, écoute, si tu veux, tu peux rentrer là-dedans. C'est une boîte qui faisait du CRM. Okay. Donc Rap, c'est que du CRM au départ. Au tout début, 2003-2004, exactement. Rap, ça fait du CRM. Ça fait très exactement des cartes de fidélité. Tu sais, je sais pas si ça existe peut-être plus maintenant, mais avant, ils faisaient des cartes où il fallait tamponner, tu sais, tu tamponnais quand tu avais un certain nombre d'achats, tu avais un article gratuit. Bien sûr, mais ça existe toujours parfois dans des, dans des restos. Dans des à l'époque, c'était ça. Ouais. Il y avait des cartes de fidélité, des programmes de fidélité, c'était vraiment la naissance. Et donc, il y avait du marketing direct, tu envoyais des vrais papiers, quoi. C'était des mails, mais pas des mails électroniques. C'est les vraies newsletters, c'est des vraies lettres. Ouais. Tu faisais du publipostage, tu faisais des courriers, tu vois. Et tu envoyais ça aux gens pour entretenir. Donc, il y avait des programmes relationnels. Donc, tu rentrais une base de données, parce que les gens rentraient dans une base de données. Et tu leur envoyais des courriers, tu faisais de la conversion, etc. Mais c'était des programmes qui étaient extrêmement lents. Et donc, moi, j'étais planeur stratégique. Et je suis rentré pour faire du planning stratégique dans cette boîte-là. Et donc, en rentrant faire du planning, je me suis dit, OK, je vais voir ce que c'est. Et quand je suis rentré, première chose que j'ai faite, j'ai dit, je vais retarder. La boîte était très mal. Financièrement, tu veux dire? Financièrement. Ouais. Mais je ne comprenais pas pourquoi. Parce que quand je regardais les dossiers qui étaient présentés, la qualité, franchement, elle n'avait rien à envier à ce que j'avais pu voir en France. Mais c'était de la pub? C'était du marketing direct, mais stratégiquement ou même techniquement. Ok, en termes de structure, de rigueur, de dossier, de création, de tout ça, franchement, c'était top niveau. Moi, j'étais sur ORSCG à Paris. C'était quand même une très bonne agence. Je voyais donc la qualité de ce qu'on arrivait à sortir là-bas. Et quand j'ai vu ce qui se faisait au Maroc, j'ai dit franchement c'est top, c'est du très bon niveau, mais ça se vendait pas. Et donc je me suis dit je vais aller voir les clients, comprendre. Et en fait, quand j'ai réussi à avoir un peu la vérité, les clients marocains ils me disaient mais c'est génial ce que vous faites, mais en vrai, combien de temps il faut pour que j'ai un retour sur investissement? 3 ans. Mais dans 3 ans, moi je suis plus là. Donc moi, je ne vais pas investir sur un truc qui va rapporter à ma boîte de l'argent dans 3 ans. Ouais, parce que moi, je ne suis plus là. Je serai dans une autre boîte. Donc moi, si j'investis sur des choses qui doivent me rapporter tout de suite pour faire des chiffres. Parce que les gars, ils devaient montrer à leur hiérarchie qu'ils faisaient du résultat. Bien sûr. Donc je suis reparti voir le DG de l'époque en lui disant, écoute, je pense que c'est un truc sans fin. On va faire des prêts à n'en plus finir. Et ça ne va pas marcher. Parce que les gars, on est contre la logique du bonhomme en face. Et bon, on n'était pas vraiment d'accord, on n'arrivait pas à se mettre d'accord. Lui, il avait un call center, donc il avait une autre vision des choses, etc. Je lui dis, écoute, c'est pas grave, moi je vais faire de l'événementiel. Ça me paraît plus rapide. Et j'avais une petite expérience dans l'événementiel. Et parallèlement, toi, tu peux continuer à développer le CRM, etc.
Et on voit ce qu'il prend, parce que là, il faut qu'on vive, tu vois, il faut qu'on survive. Donc, fallait être un peu pragmatique. Donc, on fait ce truc. Mais un peu en mode compète quand même En ou... mode, non, juste on développe des choses Il faut différentes. payer les salaires. Ok. En mode, il n'y avait pas trop à se poser de questions, tu vois. Et l'événementiel a pris à une vitesse parce qu'en fait, il y avait un vide. Il y avait des gens qui fournissaient les opérations. Tu voulais des hôtesses, il y avait des gens pour ça. Tu voulais de la lumière, il y avait des gens pour ça. Et tu avais des concepteurs de communication, des agences de com. Mais entre les deux, il n'y avait personne. Sur la partie événementielle. Tu avais tous les prestataires. Il y avait tous les prestataires. Il y avait des agences de com qui connaissaient rien à l'événementiel, qui ne voulaient pas en faire d'ailleurs. C'était compliqué. Ils en faisaient de temps en temps. Donc, tu n'avais personne qui faisait chef d'orchestre, et il y avait organisation. Personne qui pensait la conception d'un événement. Et donc, je dis, attends, si tu mets de la strat et de la créa... Et il y avait un directeur de création qui était brillant dans l'agence. Et j'ai dit, attends, j'ai ce gars, je sais faire de la strat. L'événementiel, c'est pas compliqué. On va trouver des ressources. Et on a commencé à faire ça. Allez, en un an, c'est devenu 95% du résultat de l'agence. Ah ouais. Le DG de l'époque, il n'était pas fan de la direction que l'agence allait prendre, mais il voyait bien que le chiffre, c'était ça. Donc, à un moment, il m'a dit, écoute... au final, on fait quoi? Parce que c'est toi qui fais, tu vois, le chiffre. Moi, je me sens plus à ma place dans l'agence et tout. Je vois pas l'intérêt de faire ça. Qu'est-ce que tu proposes? Et donc, amicalement, c'est d'accord, parce qu'il avait déjà une autre boîte, donc il comptait pas sur cette boîte pour vivre. Il avait d'autres projets. On s'est mis d'accord et j'ai racheté ses parts dans l'agence. Et on est parti full blast en événementiel. Donc, l'agence a grandi énormément. En full focus événementiel. Full focus événementiel. Pendant combien de temps? De 2003 à 2008. 5 ans. Mais c'était du chiffre, vous faisiez 2 millions cette année, 8 millions l'année prochaine, 16 millions l'année d'après, 25 millions l'année d'après. C'était vraiment comme ça. L'évolution a été énorme. Et on a fini, je crois, 70 millions la 5e année. C'était 2008, 70 millions de dirhams de chiffre d'affaires en full événementiel. En full événementiel. Mais on est passé de 2 à 70. C'est un gros marché ou vous avez 70% du marché ou... Croissance, je sais pas, je connais pas trop le marché, mais ce que je peux te dire, c'est que à l'époque, il y avait aussi je pense que le marché il grandissait très vite, parce qu'il y a eu d'autres agences qui ont grandi aussi. Et vous avez pris une partie importante. Et tout le monde prenait. Ouais. Et en même temps, je vais te dire honnêtement, moi, à mon avis, c'est que de 2003 à 2008, tu te levais le matin, tu sortais de chez toi, tu gagnais de l'argent. Ah ouais? C'était, le Maroc était dans une euphorie, je crois, ou c'était juste moi, je sais pas, je me souviens pas, mais en tout cas, ça me paraissait tellement facile, tu vois, ça grandissait énormément. Et puis 2008, on a eu un client qui est devenu trop gros dans le portefeuille de l'agence et qui est devenu toxique. Mais vraiment toxique. Je ne vais pas dire son nom. Mais c'était dans une grande industrie, il est devenu toxique. C'est-à-dire? C'est-à-dire qu'il nous traitait très mal. Okay. Vraiment très mal. Et il représentait combien? Il représentait, allez, peut-être 50% du business. Ah oui, donc c'est en dizaines de millions de dirhams, ouais. Le deal avec lui. Okay. Okay. Peut-être pas 50, peut-être 40. Okay. Mais c'était très lourd. Et donc, du coup, là, je me suis dit, attends, il y a un problème. Le mec nous traite mal. Créativement, on fait des choses qui sont so-so parce qu'on est toujours en train de bosser le vendredi pour le lundi. Tous les week-ends sont foutus parce que son plaisir, c'est de t'envoyer un brief le vendredi soir. Bien sûr. On est en train de perdre l'âme créative de l'agence. Mon équipe, ils en peuvent plus, ils sont tous gris. Moi, je suis gris. Moi, je commence à avoir des problèmes de santé. 28 ans, je vais pas avoir des problèmes de santé maintenant. Tu sais quoi, avant qu'il me tue, je le lâche. Et donc, je suis allé voir ce client et j'ai dit, on arrête. Bon, il y a eu un petit clash entre nous. Mais c'est la première fois où j'ai pris conscience que la qualité de ton portefeuille client est essentielle dans la croissance d'une entreprise. Il faut que tu aies des critères de choix d'un client. Donc, tous les clients ne sont pas bons? Tous les clients ne sont pas bons. Ça, c'est sûr. Tous les clients ne sont pas bons. Comment tu choisis? Alors, moi, j'ai des critères que j'ai développés avec le temps, mais finalement, je me suis rendu compte qu'il y a plein de gens qui ont ces critères. Je ne suis pas le seul. Mais dans l'industrie créative, il y a 3 critères et il faut en avoir 2 sur 3. Le premier critère, c'est qu'il soit sympa. Tu passes une grosse partie de ta vie au boulot. L'autre personne, c'est pas Dieu, c'est juste quelqu'un avec qui tu vas collaborer. Il faut qu'il soit sympa quand même, que tu aies envie de passer du temps avec lui, tu vois, que s'il t'appelle vendredi soir, tu n'es pas malheureux. Que tu peux lui parler parce qu'il est sympa, il va partager avec toi, comme tu parlerais à un pote, tu vois. Au moins, en tout cas, sympa. Ouais. 2, qu'il ait du budget. Parce que s'il est que sympa et que tu n'as pas d'argent pour faire quoi que ce soit, à un moment, tu ne peux pas payer tes salaires. Et 3, qu'il te permette d'être créatif. Donc, il faut qu'il ait 2 sur 3. Si jamais le mec est sympa et qu'il a du budget, mais qu'il ne te permet pas d'être créatif, c'est pas grave. Il paye tes salaires, tu fais du boulot consistant. Ça reste du bon taf. C'est du bon taf. Ouais.
Si jamais il te permet d'être créatif et qu'il a du budget, s'il est un peu Pas sympa, mais pas bon, on va faire sympa, un projet intéressant. tu gères. Enfin, il y a des limites, hein, mais tu Mais, gères. mais du coup, pas de budget, ça passe quand même? S'il n'a pas de budget, bah c'est millions quand il est arrivé. Ouais, parce que c'est un lancement. Ouais. Euh, Quand il est arrivé, au tout début, je précise ça parce que la dernière fois que j'ai dit ça, c'était pas bien pris sur d'autres sujets. Donc, maintenant, ils sont très grands, c'est très bien et tout. Mais donc, pas de budget, mais très sympa. Et il va te Et permettre d'être créatif. créatif. Et créatif. Donc, ouais, on peut s'éclater ensemble. Donc voilà, on peut s'éclater ensemble. Et en fait, si tu choisis mal tes clients, ils peuvent te ralentir. C'est-à-dire qu'ils peuvent te faire perdre tes Ah non, mais équipes. te casse pas la tête. Si jamais tu as un mec qui a de l'argent, mais qui te traite comme n'importe quoi et qui te permet pas d'être créatif, il te tue. Ils te tuent, ouais. C'est une question de temps, mais il va te tuer. Ils te tuent les équipes, ils te tuent ta bande passante. Il va te tuer. C'est-à-dire qu'à un moment, si jamais, surtout s'il a beaucoup d'argent, parce qu'à un moment, il te colonise, il te domine. C'est-à-dire, il te laisse pas respirer. Il est tout le temps à te demander des choses. Et les autres clients qui potentiellement, avec qui tu pourrais faire des trucs cool ou qui sont sympas, bah, tu vas les laisser de côté. Tu les délaisses, ouais. Et à la fin, il va te lâcher. Parce que la raison pour laquelle il est venu chez toi, elle sera plus là. Tu auras perdu cet esprit créatif, cette étincelle, il va la tuer. Et donc, il va te lâcher. J'ai l'impression que, parce qu'on a parlé un petit peu des réseaux sociaux au début, donc on va en parler, parce que justement, ce qui est génial, c'est que tu as vu toute cette évolution. On disait tout à l'heure que les jeunes revenaient peut-être un peu plus enfin, sortaient un petit peu des réseaux sociaux, etc. Mais une des choses que je vois aussi aujourd'hui, jeune ou pas jeune, chez tout le monde, c'est qu'il y a un retour des événements, de plus en plus. Oui. Toi de me dire, Oui, tu oui, vas savoir mieux oui. que moi, mais il y a une envie de faire des choses en présentiel, justement, mot qu'on dit depuis le Covid, mais je veux dire en vrai, quoi, dans la vraie vie. Quoi. Dans la vraie vie. Ouais. Dans la vraie vie, il y a une espèce d'engouement autour des événements. Et ça, tu l'as aussi vécu en 2003 et 2008. Qu'est-ce qui fait un bon événement? C'est quoi Qu'est-ce qui fait qu'un événement est réussi, que les gens repartent en s'en rappelant, en se disant c'était vraiment un bon événement et c'était pas un événement parmi d'autres? De la bonne bouffe. C'est vrai. C'est la première chose dont on parle quand on parle d'un événement. Ah, mais c'est la base. Dans le monde entier. C'était bon, c'était pas bon. Je trouve dans le monde entier. Première J'ai discussion. pu échanger ça avec des agences Première dans discussion. le monde entier, parmi les meilleures agences du monde. Il te dit, tu peux faire des feux d'artifice, tu peux ramener Michael Jackson, le sortir de sa tombe. Si les gens mangent Si la mal, bouffe ils n'était pas retiennent bonne, que ils ça. parlent que de ça. Donc la base d'un événement, c'est bien manger. Mais bon, au-delà de ça, c'est pareil, il faut que les gens ressentent quelque chose. Donc, je crois que la priorité d'un événement, c'est le public, c'est l'audience. Les gens viennent dans un événement voir d'autres gens. Ok. Donc, il faut que quand ils arrivent, il faut qu'ils sentent qu'ils sont bien avec les gens qui sont là. Ils sont contents. S'ils rencontrent des gens, s'ils font des belles rencontres et tout, ils sont contents. D'accord? Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est créer une dynamique où les gens participent. C'est-à-dire que tu ramènes des gens, même, tu vois, tu ferais un TED où les gens ils viennent et ils n'ont rien à faire, ils doivent juste regarder et partir. Ils ne sont pas contents. Ils doivent sentir qu'ils ont participé à quelque chose, qu'ils ont échangé, qu'ils ont... Comment on fait ça? Il faut qu'il y ait un moment d'échange, il faut Oui, il que... faut qu'il y ait soit un moment d'échange, je crois qu'il faut qu'il y ait des gens qui prennent la parole, qui soient super interactifs, qui aient cette sensation de... Les gens, ils ont envie de jouer avec toi, ils n'ont pas envie de te voir jouer, tu vois. Il faut qu'il y ait ce truc-là. Il faut qu'il y ait un concept. Il faut qu'il y ait une raison d'être là, tu vois. Et après, c'est une affaire de dynamique. Ça dépend. Chaque événement est unique. Hein. Il y a pas... Mais tu as des événements où il y a tout, où il ne se passe rien. Donc il y a quelque chose de aussi... Tu arrives des fois dans des événements, c'est beau, la déco est belle, la bouffe est bonne, mais tu t'ennuies à crever. Ça t'est jamais arrivé? Bah si, bien sûr. Tu repartais pas Tout semble content. parfait. Tu repartais pas content. Et il y a des événements où rien n'est comme prévu et c'est génial. Et si tu finis une très belle soirée et tout, bon, il y a un peu de chance un peu là-dedans, je dis pas, il y a un peu de réussite, mais après, quand tu fais un événement, il faut vraiment vouloir faire plaisir aux gens que tu invites. Il y a un ADN quand même. Oui, il y a un truc. Il y a quelque chose. Il y a un truc. C'est quoi d'avoir 28 ans, de faire plus de 60 ou 70 millions de dirhams de chiffre d'affaires? C'est énorme. De 24 à 28 ans, tu fais une croissance qui est folle. Qu'est-ce que tu ressens? Tu es dans quelle mentalité à ce moment-là? Écoute,
Honnêtement, moi, je regarde pas vraiment. J'ai pas les chiffres, c'est juste pour mesurer à quel point ce que tu fais, c'est cool. Mais c'est pas ça qui va te récompenser. Je sais que ça paraît un peu des loulous, comme ils disent en ce moment, un peu, mais non, la vérité, c'est le projet. C'est-à-dire que tu fais des projets qui doivent te passionner, tu dois sentir quelque chose. Quand on a fait, par exemple, à l'époque, Maroc Télécom nous avait consulté et il nous avait demandé de faire des concerts, de faire un concert pour le 50e anniversaire de la Marche Verte. C'est ça? Marche Verte, c'est ça? Ouais, 50e anniversaire de la Marche Verte. Et c'était en 2006, c'est ça, hein? Oui, je pense. Je dis pas de bêtises. 2006, 30e. Je me souviens plus. J'ai un gros trou. Mais en tout cas, Ok. c'était un anniversaire. Ça commence à... ouais, c'était en 2006 en tout cas. Ok. Et il nous demande de faire un anniversaire. Et à ce moment, on dit qu'est-ce qu'on va faire. Et moi, étant jeune, j'étais fan de Nesl Rewan. Mais vraiment fan. C'est un groupe qui m'a fait découvrir une autre facette du Maroc, etc. Et donc on s'est dit on peut faire un concert. Bien sûr, on peut faire un concert. Mais au final, quand on va faire ce concert-là, les gens vont venir, ils vont écouter. Et en plus, il y avait une demande. Il faut qu'il y ait Nejat Siabo dans le concert. Pour moi, Nejat Siabo, c'est pas ça, quoi. Tu vois. T'as 28 ans, ou 26 ans, t'as 26 ans. Ouais. Nejat Siabo, ça te fait pas rêver. C'est pas ce qui te fait. En 2006, pas du tout. D'ailleurs, tu connais même pas. Tu connais juste, je trouve que le bâtiment, je trouve rien. Tout ce que tu connais, tu l'as entendu dans une radio, Qarif Lyoté, tu ne l'as pas du tout, tu sais rien. Et j'ai dit, bon, qu'est-ce que je vais faire avec ça et tout. Genre, pour moi, c'était une tannée. Et puis, je dis, viens, on va essayer de découvrir c'est quoi cette histoire. Et en fait, je me suis rendu compte que je ne connaissais pas l'histoire de la musique film Maghreb. Et je me suis dit, d'où elle vient? C'est quoi cette histoire? D'où ça commence? Et on commence à s'intéresser à la musique marocaine depuis 50 ans. Je ne me souviens plus pourquoi c'était 50 ans, mais c'était 50 ans. Et je me suis dit, ok, on va voir qu'est-ce que c'est que cette affaire de 50 ans et on va essayer de comprendre. Et je me rends compte que l'histoire de la musique au Maroc raconte l'histoire du Maroc peut-être mieux que plein d'autres angles. Et je me rends compte qu'il y a une partie... Bon, c'est pas pour moi le sujet du podcast, mais bon, je partageais ça. C'est pas la fin du monde. Tu couperas si tu trouves. Non, pas du tout. C'est intéressant. Mais que avant, qui est Nejat et compagnie, il y avait la musique marocaine, ce qu'on appelle tsorat, c'est-à-dire la musique traditionnelle. Et la musique traditionnelle ne voyage pas. C'est-à-dire qu'au Maroc, tu as la musique du sud, elle est écoutée au sud, la musique du nord, elle est écoutée au nord, la musique du centre, elle est écoutée au centre, elle reste dans sa région. Dans sa petite région, hein, ça ne voyage pas vraiment. Et puis, il y a l'avènement du Maroc, les routes, les transports, les gens commencent à voyager, un peu de mobilité géographique. Et les gens commencent à transporter leur musique avec eux. C'est-à-dire le mec qui part, il emmène sa musique, il commence à avoir un peu d'industrie, les cassettes, tout ça. Donc les gens commencent à écouter un peu les musiques des autres, commencent à avoir les influences. Et parmi ces influences, tu as des gens qui ont une base, comme Nejat Siabo, qui est de sa base, et qui commence à évoluer avec un style à elle. C'est-à-dire elle est toujours très portée sur sa musique de base, ce qu'on appelle loin de Moussaqi, les couleurs musicales. Donc tu vas avoir Nejat Siabo, tu vas avoir Hamid Zahir, tu vas avoir tous des noms, Rouisha, tu vas avoir tous des noms comme ça que si je te les dis maintenant, tu sais, tu as entendu ça même si tu n'as pas écouté. Mais c'est des gens qui ont réussi à sortir de leur région et du coup à connecter. Exactement. Ils ont réussi à quitter leur région. Et c'est pour ça qu'ils sont devenus plus connus que les autres, ou ils ont réussi à quitter... Parce que Tsorat, c'est pas forcément des stars. C'est un genre qui est chanté par plein de gens, mais il n'y a pas forcément des visages connus nationalement de ce style-là. Je dis un grand artiste Hassani, tu ne vas pas connaître. Pas forcément. Mais quand je te dis Nejat, tu les connais. Donc il y a eu ça. Mais ça reste encore assez régional. C'est-à-dire qu'ils arrivent à s'étendre nationalement, mais c'est un peu limité. Et puis, il y a eu, à un moment, la volonté politique du roi Hassan II de dire, attends, c'est un pays.
faudrait quand même qu'on écoute une musique. Une musique. Faudrait quand même qu'on ait une musique qu'on écoute tous. Qui nous réunissent. Bah oui, pour faire pays, il faut quand même que... C'est bien qu'on ait de la diversité, mais il faut qu'on ait une musique qui... Et c'est là on a eu l'avènement de Musiqa al-Asriya. Musiqa al-Asriya, c'est quoi? C'est quand حيدوا الكمانجة من الركبة وحطوها فوق الكتف. Et là, c'est l'influence arabe de la musique classique. Et là, c'est tout ce que tu connais. Abdelhadi al-Khayyat, Abdelhadi al-Kali, Hayani, tout ça. Donc, c'était la musique la plus moderne de l'époque, c'était la plus récente. Mais elle n'avait pas de base régionale. Marocaine. Ah oui. C'était des Marocains. Mais l'influence musicale, elle n'était pas marocaine. Mais pour le moins, c'était une manière de faire écouter à tout le monde une musique. Vu qu'elle venait de nulle part, elle pouvait plaire à tout le monde. Et c'est une musique qui a été volontairement poussée à la télé, c'est-à-dire que tous ces artistes, c'était des salariés de la télé et de la radio. Ils avaient un salaire et ils faisaient de la musique avec un salaire. Ouais. Donc ils vivaient de ça. Et c'était une manière de faire un peu, je ne vais pas dire d'uniformisation culturelle, mais au moins de réunir culturellement, de faire un lien culturel. Ils ont réussi, mais so-so. Les premiers qui ont vraiment réussi ça, c'est Nestlé Rewan. Parce qu'eux, ils ont réussi à faire des influences de 5 membres. Donc chacun est venu avec son influence. Ils avaient tous des influences un peu différentes? Tous des influences différentes. Okay. Et à faire une musique qui parlait à tout le monde. Avec un petit côté révolutionnaire, parce que c'était l'époque où il y avait un peu... Il y a eu des événements sociaux et tout ça. Donc tu vois bien que le Maroc était un peu sous pression. Ouais. Et que la voix qui exprimait les douleurs que vivait le peuple marocain, c'était Nestlé Rewan. Et ils ont réussi à le faire avec des choses d'ici. Et l'impact, il a été énorme sans être poussé par la télé, ni même par la radio. Par le bas. Par le bas. Par le peuple. Et ce mouvement a fait que beaucoup de gens suivent. Jilal, Mchahab, tout ça, c'est des mots que tu connais probablement. Et il y a eu ce sentiment de ça remonte par le bas. Tout le monde écoute cette musique. Passionnant. Comme quoi, à travers ça, on comprend beaucoup de choses. Et tu vois que le Maroc commence à faire, on va dire, nation, culturellement. Commence à y avoir au moins des gens qui parlent à tout le monde, que tout le monde écoute. Et même en dehors du Maroc. Et après, il y a eu des gens plus modernes, etc., jusqu'au rap aujourd'hui, jusqu'à donc, les évolutions comme ça. Et donc, tu te rends compte que... Et donc, je me suis dit, quand même, c'était les prémices d'un Maroc qui fait pays. C'était pas juste une musique comme ça. Et on a fait le concert. Le concept, c'était, on va vous faire traverser 50 ans de musique marocaine. Et on a fait toutes les sections. On commençait par un groupe local. Et puis après, on ramenait Nejat Siabo qui représentait. Mais avant ça, on passait un petit documentaire sur un écran géant qui montrait cette logique-là. Et puis après, on avait Nestlé Rewan, qu'on a ramené, qui était un rêve pour moi personnel. Et puis après, on avait le truc le plus récent. À l'époque, c'était Simon Says. Ça s'appelait... Il y avait une chanson qui s'appelait Karima. Oh non. Ouais, je ne me rappelle pas. Bon, je ne vais pas te la chanter en entier. Mais, génial, tu vois ça, par exemple. Mais voilà, et donc tu avais ça. Et ça, on a créé un concept qui s'appelait Jaoula. Et on a fait la première tournée de musique marocaine. Toujours avec une idée que quand tu ramènes un artiste étranger à l'époque au Maroc, cet artiste étranger, tu pouvais savoir qu'il était étranger par la scène qui était montée. Parce qu'il y avait des grandes scènes, des grandes lumières. Les mecs, ils avaient des fiches techniques, ils imposaient quelque chose. Quand tu étais un artiste marocain, il y avait la scène du Beledier. Donc, en voyant la scène, tu pouvais savoir si ça allait être un artiste marocain ou étranger. Et donc, notre idée pour aller chez Maroc Télécom, on leur a dit, c'est ce qu'on va faire. Pas compliqué. Bien sûr, on va raconter une histoire. Mais surtout, on va faire quelque chose que personne n'a jamais fait. On va faire la première tournée marocaine et on va donner à des Marocains les moyens que tout le monde donne aux étrangers. Et vous allez être les premiers à faire ça. Et ça a été une tournée? Ça a été une tournée. Et c'est une tournée qui faisait minimum 60 000, qui allait jusqu'à 200 000 personnes qui regardaient. C'est un événement d'ampleur. Bien sûr. C'est une tournée qui, je pense, elle existe encore aujourd'hui, je suppose, en été et tout. Et puis, donc, du coup, cet événement, il avait une raison d'être, il avait une âme. Tu vois, et donc, forcément, tu arrivais là, tu arrives à Tanger et tu vois 200 000 personnes. C'est-à-dire que tu ne vois plus le sable, tu es sur la plage. Le nombre de gens, tu ne sais même plus où ils sont. Incroyable. Le dernier, tu ne le vois pas. Et puis après, il y a eu une nouvelle génération, il y a eu le mouvement Naïda, rappeur, Big, Khansa, tout ça. Dragan, donc vous avez fait beaucoup de musique aussi, festival de musique. Mais c'était un festival en soi, sauf qu'il était... C'était un festival, techniquement, c'est un festival. C'était un festival. On va revenir à l'épisode dans quelques secondes, mais juste avant, je voulais vous parler de quelque chose. Personnellement, j'adore regarder quelles sont les dernières startups qui se lancent au Maroc, mais on n'a pas toujours le temps de rester informé. Donc on a décidé de réunir toutes les startups à ne pas rater
dans la Next Wave Startup List. Si vous êtes entrepreneur, si vous cherchez des idées ou si vous êtes juste curieux et voulez savoir ce qu'il se passe au Maroc, c'est pour vous. Vous pouvez accéder à la liste sur startuplist.nextwave.ma. Je vous mets le lien exact dans la description. Et sur ce, on peut revenir à l'épisode. Qu'est-ce qui se passe en 2008 qui fait que donc vous commencez la publicité en 2008, c'est-à-dire que vous faites Alors, en plus que de 2008, l'événement. On a cette décision. Et quand tu prends une décision Donc avec le d'abandonner- client que Voilà. vous arrêtez. quand tu décides d'arrêter 40% de ton business, Ouais. tu souffres. Parce qu'il ne faut pas faire le héros. Quand tu fais ça, tu souffres, vraiment. Et donc, on a souffert énormément. On a perdu des gens. Tout le monde a dit qu'on allait fermer. Les rumeurs, il y en a une par jour. C'est-à-dire qu'il suffisait que je parte en voyage. Je revenais, les gens me disaient « Attends, apparemment, on va fermer dans 6 mois. Dans tes équipes » Dans mes équipes. C'était horrible. Mais à ce C'était un moment, moment difficile. Ok. très dur. Mais à ce moment, je me suis dit « Bon, écoute, de toute façon, c'est comme ça, c'est la vie, il faut se reconstruire et tout. » Et là, il y avait pas mal de clients qui commençaient à nous dire « Vous savez quoi, on aime bien votre approche de l'événementiel. Est-ce qu'on peut faire de la pub pour nous ?» Et comme on avait le directeur de création qui était très bon, Et toi, tu venais de la pub aussi. et que moi, je venais de la pub, donc on a commencé à faire de la pub. Mais avec une intelligence de la rue. Avec un truc de genre, on va pas faire de la pub comme tout le monde. On va faire de la pub avec une intelligence de la rue, avec ce feeling qu'on a, des pubs qui font événement. Des pubs où il y a un avant Ça, et un c'était après. en 2008-2009. 2008-2009. À quoi ça ressemblait la pub à ce moment-là? Parce que ça n'a rien à voir avec la pub aujourd'hui, j'imagine. Oh, bien sûr. Bah, il y avait encore beaucoup de télé, il y avait encore beaucoup d'affichage. La pub, c'était simple, hein. C'était télé, radio, affichage, cinéma et télé, radio, affichage, presse. Il y avait encore de la presse un peu. Télé, affichage comme on voit dans la rue, Ouais. etc. Et Radio, presse. des journaux Ok. et cinéma. Et vous faisiez tout ça? On faisait tout ça. Donc à la fois de l'affichage, de la vidéo pour la télé, des ça. publicités C'est ça. télé et de la presse. Bien sûr. Et l'événementiel toujours. Ok. Comment est-ce que ça a évolué? Parce que là, sur les 10-15 dernières années, tu as suivi vraiment ce monde de la pub au Maroc. D'ailleurs, je conduisais tout à l'heure pour venir ici pour enregistrer, et je voyais toutes les pubs, l'affichage à Casa, donc dans tous les boulevards, je voyais les affichages. Et donc, je pensais à ça, et au fait que, justement, à la pub, que c'était pas mort. C'est-à-dire que l'affichage est toujours là. Il y en a plein. C'est vraiment présent. Et d'ailleurs, je me demandais pourquoi c'est toujours aussi présent. Est-ce que c'est une question de crédibilité? Est-ce que les marques doivent passer par là? Est-ce que c'est juste une habitude? C'est une habitude qu'on a gardée d'avant? Enfin voilà, en tout cas, c'est au moins un truc qui n'a pas évolué. Mais je veux bien que tu expliques un petit peu l'évolution de la pub que tu as vue sur ces 10-15 dernières années. Écoute, d'abord, pour répondre à ta question, l'habitude. Sans aucun doute. C'est essentiellement de C'est de l'habitude. l'habitude? Ouais. Je peux te dire qu'il y a 50% des choses que tu vois sur les affiches, elles servent absolument à rien. Ouais. Elles Il ont n'y a pas zéro un impact. truc du style... tu vois, je sais pas, je prends l'exemple de Mio. Bon, on a beaucoup parlé de Mio aujourd'hui. Quand ils se sont lancés, est-ce qu'il n'y a pas une idée de se dire, si je suis pas sur les affichages, les gens se disent c'est pas une vraie marque? Tu vois, s'ils me voient que, je sais pas, sur les réseaux sociaux, sur Internet, et qu'ils m'ont pas vu dans la rue, est-ce qu'il y a un manque de crédibilité? Écoute, Parce qu'à part ça, je vois pas pourquoi il y en a toujours autant. c'est pas compliqué. Je crois que ça rassure. D'accord? Ça rassure de dire, OK, on a fait de l'affichage. On le voit. Voilà. Et les gens, ils sortent dans la rue, ils voient leurs affiches. Ça les rassure, eux, quand ils voient les affiches. Même s'il en a 5 dans la ville et que ça sert absolument à rien, mais ça le rassure de voir les affiches. C'est assez simple. C'est pas très cher. Le ticket d'accès n'est pas énorme. Aujourd'hui, on peut acheter Ça une coûte affiche combien, pour à peu près? 10 000 dirhams Pour combien de pour un temps? mois. 10 000 dirhams pour... Ah oui, ça Ouais, coûte pas du tout cher. Tu trouves une mauvaise face, voilà, 10 000 dirhams, tu prends. Donc le ticket d'accès n'est pas énorme. Ok. Donc tu te dis, OK, je peux accéder. Tu vas aller à la télé, il faut quand même 1 million de dirhams minimum. Et encore, là, t'as 1 million de dirhams, tu n'y es pas. Tu vois? Et donc, voilà, il se dit, voilà, pour un petit budget, je peux voir quelques affiches, ça marche un peu. Et Budget télé, c'est 1 million de dirhams. minimum. C'est énorme. C'est important. Mais bon, pour l'impact, c'est pas beaucoup. Ok. Donc à ce moment-là, télé, presse, comment ça évolue depuis? La presse, On voit plus trop, quoi. RIP. Ouais, c'est compliqué. Ah non, c'est comme la presse, il n'y a plus. Il y a La plus. presse papier. Il y en a plus. Bon, ça fait des années, j'ai pas fait une annonce presse. Ok. C'est dur pour nos confrères parce que franchement, moi encore, ça m'arrive d'acheter des magazines des fois, mais les demandes chez les clients, il n'y en a quasiment plus. Très, très faible, très faible. Après, il y a sûrement des gens qui en font encore, mais c'est beaucoup plus les supports digitaux que les supports papier. Ouais.
Tu vas au support papier, voilà. Les habitudes, je trouve les habitudes. Je te dis, l'affichage, ça reste accessible, donc les gens ils se disent, je vais en faire un petit peu. En fait, Voilà. je pense que tu as toujours une inertie, mais en fait, on la sous-estime souvent. C'est-à-dire que ça peut durer 5, 10, Ça 15 peut ans. durer- ça peut durer C'est très comme quand on longtemps. dit l'IA va changer tous les jobs de la planète. En réalité, ok, ça va changer plein de choses. Mais il y a une inertie dans les organisations qui fait que en fait, les gens vont pas perdre leur job demain, quoi. Parce Non. que pendant probablement 10, 20 ans, on fera toujours les choses de la même manière. Et c'est Bien normal. sûr. Ça prend du temps. Les organisations changent pas vite. Les consommateurs changent très vite, par contre. Ouais. Mais les organisations changent pas vite. Donc presse, bon, RIP. Presse, voilà, RIP. Écoute, la télé a baissé beaucoup, mais pas à juste titre. Franchement, c'est un média qui est encore performant, Ok. qui est même moins cher. Abaisser en intérêt Oui. des annonceurs. Ouais, ouais. En part d'investissement, déjà, ça a baissé beaucoup. C'est-à-dire le digital, aujourd'hui, il est arrivé à 40-50% du budget. Là où il était à... Si tu prends les boîtes les plus grosses au Maroc, Ouais, tu arrives à 50%. 50% aujourd'hui, c'est le digital. Oui. 2008, le digital n'existait pas. Rien, zéro. Mais oui, c'est-à-dire qu'en 2015 et 2025, Ouais. on est passé de quoi? De 10% De à 10 à 50%, 50. quelque chose comme ça? Ouais. Ok. De 10 à 50. Ouais. Non, il y a eu un gros mouvement. Donc pas forcément à juste titre pour la télé. Pas forcément à juste titre. Moi, je pense que la télé est encore un média qui a de l'impact et qui a beaucoup d'utilité, vraiment. Mais le ticket d'accès, c'est vrai qu'il peut paraître un peu élevé. Il faut avoir un peu de courage pour y aller. Parce qu'il faut croire. Parce que le problème, c'est que les gens dans les entreprises et les départements marketing, il n'y a personne qui regarde la télé marocaine. Donc pour eux, si personne ne regarde la télé marocaine. Il y a souvent ce raccourci qui fait. Et puis, il y a cette affaire de budget. C'est-à-dire, il se dit, mais je préfère à 200 000, je peux faire un peu de digital. Ouais. Et pour la télé, il me faut 2 millions. Mais la réalité, c'est qu'à 200 000, ce n'est pas du tout le même impact que 2 millions. Et tu peux traquer le résultat de la télé? Pas direct. Bon, pourquoi Internet est attractif? Ouais, c'est que tu traques. D'abord parce qu'il y a cette logique d'optimisation où tu peux voir régulièrement, campagne sur campagne, ton coût au clic qui baisse, ton coût à la vue qui baisse, ton coût au lead qui baisse. Donc tu te dis, ok, ça marche. Mais la réalité, c'est que ça ne marche que sur les gens qui sont ce qu'on appelle in-market. C'est-à-dire que le gars qui a envie d'acheter, qui connaît ta marque, qui est intéressé maintenant, tout ça va marcher sur lui. Parce que lorsque ça va sortir, il a un intérêt, il a un Parce besoin. qu'il est en train de chercher une voiture. Il clique, il y va. Ok. Le gars, il est en train de chercher une voiture, donc c'est maintenant, tu vois. Donc le search, tout ça, tous ces médias, c'est tout de suite. Donc là, ça a un intérêt tout de suite. Par contre, sur le gars qui n'a pas l'intention d'acheter maintenant, mais que c'est le moment de rentrer dans son set de considération. Parce qu'une fois qu'il est dans la logique d'achat, il a déjà. Par exemple, sur les voitures, si demain tu veux acheter une voiture, toi, tu sais déjà les 3-4 voitures que tu considères. Mais si jamais je veux te faire découvrir une voiture, il faut que je le fasse maintenant. Je te fais découvrir la marque, je fais découvrir son univers, je fais une connexion émotionnelle, pas forcément très fonctionnelle, je vais acheter la voiture. Je crée un lien entre toi et la marque en te disant, cette marque, c'est pour des mecs comme toi. Et ça, la télé le fait très bien. Pour construire la notoriété, une marque qui n'est pas connue à passer à une marque connue, la télé, il n'y a pas mieux. Donc, les phases diffèrent pour construire de l'equity, avoir une marque que les gens aiment. La télé, ça marche très bien. Pour créer de la conversation, de l'engagement et de la conversion, le digital est plus fort. Digital. Voilà. Donc, il y a quand même encore une complémentarité. Tu te lances sur le digital avec Tribal. On est d'accord. Donc, on parlait de rap. Et je pense que tu te lances sur les réseaux sociaux très tôt. C'est-à-dire année 2010, je sais pas. Exact. 2010-2012 ouais. 2012. C'est super tôt. 2010, peut-être qu'on utilisait un petit peu Facebook. Mais encore, c'était vraiment les tout débuts. Peut-être même pas. C'était plus 2011, peut-être Facebook. Juste par hasard. Comment c'est passé? Sans être par hasard. Écoute, moi, je voulais faire un site web pour Volkswagen. Ah, rien à voir avec le travail pour Volkswagen. Rien à voir. Je voulais faire un site web. Et j'ai consulté quelques prestataires. Bon, c'était mes clients, je voulais faire un site web. J'ai consulté quelques prestataires et je sentais pas les mecs. Ils étaient pas... C'était bizarre et moi, je comprenais rien à Internet. Et du coup, j'ai appelé mon ami dont je te parlais tout à l'heure. Et je lui ai dit, écoute, j'ai besoin de faire un site web. Il m'a dit, ah, tu sais quoi, je dois partir aux États-Unis, je vais faire escale au Maroc, ça m'arrange, je reste un jour ou deux avec toi et on parle de tout ça. Parce que lui, il avait une boîte à Dubaï et il avait une autre boîte en Europe de l'Est qui faisait du développement et tout. Donc, je me suis dit, c'est peut-être bon.
Et donc, il arrive, on va dîner, et je lui dis, voilà, Nier, pourquoi tu veux faire un site web? Je lui dis, c'est pour Volkswagen et tout. Il me dit, bah, monte une agence. Je lui dis, Hervé, écoute, je connais rien à Internet. Je ne sais même pas que c'est faire un site web. C'est pour ça que je t'appelle. Tu veux que je monte une agence? Il me dit, je t'explique. Les sites web, c'est le passé. Le futur, c'est les réseaux sociaux. Et j'ai regardé dans ton pays, personne n'y connaît rien. C'est super tôt pour dire ça. Ouais. Donc, te prends pas la tête avec ton truc de site web. On va te le faire rapidement si tu veux. Mais lance une boîte de réseaux sociaux maintenant. Tu vas apprendre plus vite que les autres. Et dans quelques années, tu vas être leader. Je dis, mais je connais rien. Comment je fais? Il me dit, écoute, il y a une marque qui s'appelle Tribal. Je connais un mec qui est vice-président de Tribal dans la région. Et je peux peut-être t'arranger ça. Je lui dis, ouais, c'est qui ce mec? Il me dit, c'est moi. Je dis, sérieux? Il me dit, ouais. Je lui dis, alors, il me dit, ça y est, tu es Tribal. Bienvenue, félicitations. Je lui dis, ok, je fais comment? Il me dit, il faut que je trouve un DG. Donc là, il m'aide à trouver un ange gardien. Vraiment. Et il t'aide à lancer du coup le Tribal au Maroc. Il m'aide à Tribal lancer, Morocco. voilà, exactement. Il s'appelle Hervé Cuvillier. D'ailleurs, je vais lui envoyer ce podcast pour lui dire, tu vois, je parle de toi quand je suis là. Et il m'a vraiment aidé à monter. En fait, il a monté pour moi. En vrai, moi, j'ai rien fait. Il m'a aidé à trouver le DG. Et au début, c'est quoi? C'est Il m'a dit la Facebook. route. C'est Facebook un petit peu. Au début, On dit les réseaux sociaux. En fait, c'est une agence Facebook au début. Au début, c'est la logique business. Regarde, au début, Twitter. il arrive, je lui dis, je dois faire une presse pour Volkswagen. Il me dit, ok, t'inquiète, on va chez Volkswagen demain. Je lui dis, tu vas venir avec moi? Il me dit oui. Je dis, la presse? Il me dit, t'inquiète, on va la faire. Il se pose sur son ordi, 1 heure, il fait la presse. Pour moi, c'est science-fiction. Une presse en 1 heure, ça n'existe pas. D'accord? Et le mec, il fait un truc tout con. Il arrive et il dit, achetez voiture au Maroc. Et ça lui sort le search à l'époque. Et après, il fait une presse et il dit, vous ne cassez pas la tête. Aujourd'hui, les gens visitent 7 concessions. Ils vont en visiter 3. Dans 1 an, ils en visiteront 3. Et ils vont surtout visiter la page d'accueil de Google. Et pour être sur la page d'accueil de Google, c'est pas compliqué. Il faut que vous ayez votre site web, certes, mais il faut que vous ayez une page Facebook, un blog avec un machin, tout ça. Faites le truc, et voilà comment vous allez convertir. Bon, il fait 12 slides. J'étais... Comment il a fait ça? C'est pas compliqué, mais j'ai compris la logique. Tu vois le consommateur, comment il évolue, tu fais le parcours conso, tu développes là-dessus. Bon. Et pour moi, c'était quand même de la magie, quoi. Et ça y est, après, on commence là-dessus, on commence à faire ça, on recrute des jeunes community managers, on fait un peu de créa, des posts. À l'époque, il y avait les onglets Facebook, je ne sais pas si tu te souviens de ça. Mais les onglets Facebook. Il y avait des onglets Facebook, en fait, pour accéder à la page de la marque, tu devais cliquer sur j'aime, il y avait des trucs qui s'appelaient du logo like, tu pouvais liker une page sans même rentrer dans la page. Bon, donc là, c'est Facebook, les pages, les likes, les posts, pas d'idéo, du statique, donc statique, beaucoup d'images, de texte aussi. Au début, c'était beaucoup de texte. Ouais, du texte et des images. Beaucoup de texte, images, Instagram. Tu vois aussi le lancement de la vidéo, je pense, à ce moment-là, sur les réseaux sociaux. Il y avait ça, il n'y avait pas ça. Au début, c'était que les posts. Après, il y avait les achats de fans. C'est-à-dire que tu vendais le modèle. C'est-à-dire que tu disais, OK, avec ce budget-là, je peux générer des clics. Sur tel clic, j'ai tant de conversions. J'aurai tant de fans. Et il y avait la course aux fans. Tout le monde voulait avoir 500 000 fans, 1 million de fans. Sur Facebook, par exemple. Sur Facebook. À l'époque, il y avait Facebook, c'était l'essentiel. Tout le monde voulait avoir beaucoup de fans, plus de fans que les autres. C'était la course. Il fallait avoir des fans, des follow, enfin, des fans. Et donc, on faisait la création de contenu. Et puis après, il y a eu le média. Donc, on a commencé à acheter du média pour faire des fans quand on vendait des fans. Le média, c'est-à-dire de la pub? C'est-à-dire du média buying? Oui, du média buying. Okay. Facebook. Donc, Tribal a commencé à faire du média buying Facebook parce que les gens voulaient avoir des fans. Donc, et super tôt. Super tôt, on parle de 2010. Mais c'était vraiment tout petit. Mais je l'ai fait parce que c'était tellement difficile à relancer rap. C'était dur, qu'il me fallait quelque chose de nouveau, tu vois. Donc, on différencie les réseaux sociaux de la pub, que tu continues à faire, qui se développent, les événements, etc. Mais à quel moment les réseaux sociaux, ça commence à être une partie importante du business? C'est un peu plus tard, j'imagine. 2010, 2011, 2012, on perdait de l'argent tous les ans. Oui, ça m'étonne pas. Parce que je recrutais tout ce que je pouvais trouver. Parce qu'il n'y avait pas de ressources, personne ne savait rien faire. Je rentrais dans une boîte à Paris pour faire un partenariat, je trouvais une Marocaine là-bas, elle était stagiaire, je lui dis viens. Tu veux travailler, viens, ça y est, viens. Je ne discutais même pas de salaire, elle vient. Tu commences demain. Ça y est, viens. Je recrutais, franchement, tout ce qui venait. Je ne me posais pas de questions. Dès que je trouvais quelqu'un, que j'avais un peu de feeling, qui comprenait un peu ça. Ça veut dire qu'il y avait un intérêt derrière. Et je sentais qu'il allait avoir un intérêt. Et je disais, oh, viens. Au bout de la 3e année, je me souviens,
j'avais investi quand même beaucoup, tu vois. Pas beaucoup, mais pour moi, je mettais quand même 200 000, 300 000 par an à perdre de l'argent, tu vois. C'était pour un gars qui avait 28 ans, 29 ans, c'était énormément d'argent pour moi. C'était genre, tout ce que je pouvais gagner d'un côté, je le mettais de l'autre. Et 2012, je me suis dit, il faut que je prenne un associé, je peux pas, je me suis fait continuer comme ça. Donc j'ai été voir quelqu'un et je lui ai dit, viens s'il te plaît, je te vends la moitié de l'argent pour 500 000 dirhams. Et je les veux même pas, tu les mets dans la boîte. Et je te donne la moitié et on trace. Je reste quand même majoritaire, mais je te donne 49% et on trace parce que j'ai besoin pour financer. Non, j'y crois pas à ce truc de trop, la vérité. Truc de gamin, ça me plaît pas. Dieu merci, il a pas dit oui. L'année d'après, ça a explosé. Les gens sont devenus fous. Ça y est, on n'arrivait plus. On avait trop de demandes, trop de besoins. Tu as reparlé avec lui depuis? Oui, bah, c'est resté une bonne relation. Il me dit que ça fait partie des conneries qu'il a fait dans sa vie. Le timing. Et donc, ça a commencé. Et puis après, petit à petit, c'est devenu comme la part du budget du digital chez les annonceurs. C'est-à-dire, le digital représentait 1% quand on a commencé, il représente 50% aujourd'hui. C'est la même histoire chez nous. C'est-à-dire que... Littéralement, c'est passé à 50% de ce que vous faites. C'est passé à 50%. Si tu prends rap plus tribal. Oui. Aujourd'hui, c'est à 50%. Oui. Ah oui, donc c'est très, très important. important. Parce qu'après, on a développé d'autres métiers. C'est-à-dire que Tribal nous a permis de développer plein d'autres métiers autour. C'est-à-dire, au début, on a fait que la créa. Ouais. Après la créa... Donc, créa, c'est la création des contenus. Voilà, le contenu, Okay. mais que statique. Après, on a commencé à faire la créa. Et c'était des budgets ridicules. C'est-à-dire que si tu arrivais à vendre 15 000 dirhams, un planning de postes où il y avait 20 postes, tu étais content. D'accord. Alors qu'une affiche, ça valait 15 000 dirhams. Pour faire une affiche, tu facturais 15 000 dirhams. Pour faire 20 postes, tu facturais 15 000 dirhams. Mais bon, c'était comme ça. C'était des postes. Pour les gens, c'était pas important. Et ensuite, ça passe à la vidéo, du coup, le métier? Alors après, on a fait le média d'abord. Donc, on a développé le média, D'abord la programmatique, tout ça, c'est devenu très spécifique. Donc, il fallait des experts qui faisaient que du média. Donc, on cherchait des gens, on a amené des gens de France et tout, tu vois, pour investir là-dedans. Après, effectivement, il y a eu la vidéo, mais ça, c'était un prolongement, parce qu'on faisait déjà des campagnes. Sauf que, d'habitude, pour faire un film, il fallait 3 millions de dirhams, 2,5 millions, tu vois, pour produire un film de pub. Là, il fallait faire des films à 20 000, à 30 000, à 40 000, à 50 000, tu vois. On ne savait pas forcément faire ça, mais on a appris, parce qu'on savait déjà faire des gros films, donc faire des petits films, c'était plus simple. Donc ça a commencé à se développer. Après, on a découvert la e-rep, avec les outils de social listening, parce qu'il y avait tellement de contenu sur Internet qu'il fallait scanner la présence de la marque. En crise ou juste en général? Au début, c'était juste en général, et puis après, on a commencé à avoir les clients en crise. Donc on a commencé à faire de la gestion de crise, la e-rep. Après, forcément, quand tu vois la e-rep... E-rep, le conseil, c'est toujours ne rien dire ou c'est pas, c'est un peu l'image qu'on a de loin, non? Non, pas du tout. Ok. Pas du tout, mais si tu veux... Je veux dire en situation de crise. En situation de crise, si tu commences avec la crise, c'est vrai que tu n'es pas bien à parler tout de suite. D'accord. Il y a différentes étapes de la gestion de crise, mais si tu veux, on peut revenir à ça parce que ça, spécifiquement, c'est un sujet, on a géré pas mal de crises. Du coup, on a beaucoup appris aussi avec ça. Ouais. Et puis après, tu te rends compte que quand tu fais de la e-rep, tu as du contenu négatif et il faut du contenu positif. Et le contenu positif, il faut qu'il y ait du reach. Parce que tu vas avoir les mecs qui disent du bien de toi et ils font 2 likes. Et les mecs qui disent du mal, ils font 200 000. Donc, il te faut des mecs qui disent du bien et qui fassent 200 000. Et là, on a découvert l'influence. Et donc là, on a monté un département d'influence. Donc là, on a commencé à faire un département créa, département média, département e-rep. Département d'influence, ça veut dire que vous allez faire le lien entre des influenceurs et les marques. Gestion des influenceurs, identification des influenceurs. Et tu vois, je discutais récemment avec quelqu'un qui est un peu dans la com, je crois, et qui me disait justement que sur les 5 dernières années, l'influence a pris des budgets, des parts importantes des budgets. Et même parfois prenait un petit peu des budgets des agences. C'est-à-dire parce que les influenceurs, ils sont capables ou les créateurs de contenu, ils sont capables de faire eux-mêmes un contenu. C'est quelque chose que vous avez vu ou est-ce que c'est quelque chose qui a été compliqué pour vous en tant qu'agence ou pas du tout? En réalité, c'est plus un business qui s'est rajouté et vous avez pu travailler avec les influenceurs et les marques en même temps. Tu sais, la technologie ou la nouveauté... Ça fait peur. Ne menace que ceux qui en ont peur. Nous, on n'est pas du tout, c'est pas notre état d'esprit. On s'en fout. Un truc nouveau, on se jette dedans complètement. Comme on dit, tu te jettes dedans, tu vois pas, je m'en fous.
Je me suis jamais posé la question, est-ce que l'influence allait nous menacer? Le jour où j'ai vu qu'il y avait de l'influence, je me suis jeté dedans. On a commencé à travailler avec les influenceurs, à les amener, on a monté un département, on a pris quelqu'un qui est dédié à ça, on a monté une équipe là-dessus, on a commencé à acheter des outils pour mesurer la performance des influenceurs, pour mesurer leur taux de la qualité de leur audience, pour pouvoir faire des plans influence comme on ferait un plan média. Alors, bien sûr, c'est menaçant, mais c'est menaçant sur certains clients. Aujourd'hui, je peux te dire que c'est menaçant sur certains clients. Bien sûr, si tu vas prendre une boîte marocaine qui est très flexible, qui a du cash, ça va lui plaire, ça. Au lieu d'aller payer une agence, faire une strat, tout ça, il va aller chez un influenceur, il va lui dire, vas-y, je te paye 30 000, tu me fais une vidéo, il va lui faire la vidéo, il va lui dire, wow, c'est super cette vidéo pour 30 000, il va la mettre, il va la poster, il va la sponsoriser peut-être lui-même, etc., etc. Mais d'abord, c'est pas tous les clients qui peuvent faire ça. Et c'est pas le même métier, quoi. D'accord? Et c'est que provisoire. Parce que c'est une manière pour eux de commencer. Mais à long terme, quand ils vont voir qu'ils ont investi sur 20, 30 influenceurs, d'abord, il faut les gérer. Parce que quand ça devient gros, il y a beaucoup de gens à gérer. On a les Jaobox, on a les Jaobox, tu vois, il y a tout ça. Et après, tu ne sais plus du tout est-ce que c'est impactant ou pas. La vidéo, tu l'as vue, elle est jolie, tu l'as postée, elle a fait des likes. Mais tu ne sais pas si ça marche. Tu ne sais pas quel impact ça a eu. Et donc, quand tu arrives à ce stade-là, à ce stade de maturité, ben là, tu as besoin de quelqu'un qui est indépendant et qui va te dire « Ok, ça marche, ça marche pas ». Et c'est là où une agence, elle va avoir un rôle. Et ça a été la dernière grosse évolution que vous avez eue sur les quelques dernières années, parce qu'on a vu beaucoup de plus en plus de contenu. Non, c'est l'IA, la dernière. La dernière, c'est l'IA? Ouais, la dernière, c'est l'IA. Bah pareil, on a vu l'IA, on se jette dedans, on a monté un institut qui s'appelle Digital Institute, qui fait aujourd'hui des formations pour les entreprises à l'IA. C'est-à-dire qu'au lieu d'espérer que les entreprises n'apprennent pas l'IA assez vite, on les forme. Et on est payé pour ça. Pour toujours au lieu de se dire ils vont peut-être apprendre et faire les choses tout seuls, en fait autant les aider à le faire. On va les aider à le faire. Et puis si jamais ce qu'ils vont savoir faire tout seuls, on va arrêter de le faire. Ouais. Je préfère le savoir à l'avance. Et dans tous les cas, effectivement, la meilleure manière d'apprendre, c'est l'enseigner. Donc vous serez toujours... Exactement. Ouais. Donc du coup, on a fait cet institut. Et cet institut, bien sûr, il forme notre équipe en permanence. Donc il est là toujours à rajouter. Et puis on s'est jeté, on a tout fait avec l'IA, on a tout essayé, on a vu ce qui marche pas, on a fait des agents, on a fait des assistants. Donc on a compris les trucs qui accélèrent, on a compris les trucs dans lesquels c'est très en retard. Et donc, parce que tu as parlé d'agents, d'assistants, donc moi j'aurais imaginé plus que vous utilisez l'IA pour ce que vous faisiez déjà, c'est-à-dire toutes les créas, les vidéos, etc. Tu me disais on est passé de 2-3 millions de dirhams à quelques dizaines de milliers de dirhams. Peut-être ça va être encore moins grâce à l'IA. Ça, vous le faites déjà, mais il n'y a pas que ça. C'est-à-dire qu'il y a même d'autres choses qu'on peut faire avec l'IA que vous êtes en train d'introduire. Alors, l'IA dans des agences de com, il y a énormément de choses à faire avec. D'accord? Tu as, bien sûr, tout un travail de base qui nous prenait énormément de temps, qui est beaucoup plus rapide. Donc, en fait, on a pris notre méthodologie et on l'a programmée dans un assistant. OK. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la phase que, par exemple, le client, il va venir, il va dire ouais, moi j'ai envie je vais t'envoyer un brief et tu vas l'analyser tout seul. Non. Maintenant, on prend le brief du client, on va le mettre dans notre outil et l'outil va générer une liste de questions automatiquement. Donc, cette phase de les gars, venez, on se réunit, on fait la liste des questions, non, automatiquement la liste des questions est générée. Donc, tu pars pas d'une page blanche. Le truc qui te prenait 2 heures, il te prend 1 minute. Après, tu dis voilà les questions, lesquelles vous paraissent pertinentes, lesquelles vous paraissent nulles, tu enlèves celles qui sont nulles, tu rajoutes des questions qui n'ont pas été posées et tu calls avec le client. Ouais. Après le call, évidemment. Tout ce que tu peux faire, tu peux... Donc, sur la partie automatisation, l'IA, c'est magnifique. Sur la partie création, il y a beaucoup de choses qui sont faites, qui sont intéressantes, mais il y a encore beaucoup de retard. Dans tout ce que tu as vu, et je suppose que tu as dû voir beaucoup de vidéos IA, cite-en moi une seule qui t'a vraiment touché. Ouais, non, généralement, tu le sens quand même. Même dans les images, tu le sens. Rien. Ça génère zéro émotion. Et on a essayé. Peut-être on ne sait pas encore bien le faire, mais même ce que j'ai vu à l'étranger m'a rien fait. D'accord? Donc, sur le plan culturel et sur le plan émotion, l'IA est en retard. Peut-être ça va venir. Mais aujourd'hui, même pas peur. Et si ça vient, il faut l'apprendre en même temps. Quand ça viendra, nous, on continue à apprendre. Tout le temps. On essaye, on fait des tentatives et tout, mais on voit aujourd'hui que tout ce qui est IA, ça crée rien. Comment tu fais justement pour voir les tendances à chaque fois qu'elles arrivent? Je prends l'exemple de l'IA. Je regardais tes posts LinkedIn. Comme tu postes pas beaucoup, j'ai pu revenir sur 2-3 ans. Ouais. Et en avril 2023, tu postes un truc sur l'IA, je crois. Ce qui est très tôt, parce qu'en fait, en général, on a commencé à...
ChatGPT 2, je crois, dont on a le plus parlé, c'était décembre 2022. Et donc, c'est début 2023 qu'on a commencé à parler de l'IA, mais en réalité, c'était un peu plus tard, quoi, en général. Donc, tu l'as vu très tôt et tu as commencé à t'intéresser très tôt. Comment tu fais pour être justement toujours sur les tendances? C'est les équipes, c'est le fait d'avoir des gens dans les équipes qui s'intéressent à des sujets, c'est les personnes autour de toi, c'est des lectures, comment tu fais? Écoute, assez basiquement, d'abord, je suis entouré de 50% de gens qui ont entre 23 et 25 ans. Ouais. Alors, eux, c'est magnifique parce que chaque jour, ils te bluffent avec un truc que tu pouvais même pas imaginer qu'il existe. Et une fois que tu vas voir quelque chose qui émerge très vite, moi, je me prends pas la tête. Dès que je vois un truc qui émerge, je vais regarder un peu. Et dès que je vois qu'il y a de l'intérêt, je vais trouver quelqu'un dans le monde qui sait faire ça. Et ce quelqu'un dans le monde, je vais aller le voir. Où qu'il soit dans le monde, je vais le trouver et je vais aller le voir. Physiquement. Physiquement, Physiquement. par exemple, tu as fait ça dans quel cas? Ben, j'ai fait ça, pareil. On avait un gars qui a monté un truc qui s'appelle le Hub Forum et le Hub Institute, Ok. qui était très tôt dans ces sujets d'IA. En fait, le gars avait une agence qui faisait de la IREP qui s'appelait Vanksen. Et il a tout de suite compris que le truc allait venir. Il a cédé ses parts dans son agence et il s'est jeté dans l'IA. Et il a monté un événement qui faisait de la formation à tous les nouveaux métiers, y compris à l'IA. Donc, dès que j'ai compris ça, je l'ai appelé et je lui ai dit, je veux venir te voir. Je suis parti le voir. Je lui ai dit, écoute, voilà ce qu'il y a à faire. Il a commencé à m'expliquer. Au bout d'une heure, j'étais perdu. Je lui ai dit, OK, maintenant je sais. J'ai compris qu'il y a une tonne de trucs à apprendre. J'ai envie d'apprendre. Je ne dois pas être le seul. Est-ce que tu veux m'aider? Il dit, bien sûr. Et on a monté le Hub Institute ensemble. Au début, je l'ai commencé à le ramener pour les clients. Et je lui ai dit, écoute, voilà le deal qu'on va faire. Je te ramène pour un client. On facture le client. En échange, tu formes mon équipe gratuitement. Moi, je veux rien gagner. Je veux pas gagner d'argent. Je veux juste apprendre. Donc, il vient, on forme, ça se passe bien, on fait une fois, deux fois, on monte le Digital Institute ensemble. Et on commence à ramener des formateurs. Et puis après, ça, lui, il est tellement en croissance, il forme des gens dans le monde entier. Ça y est, il m'a dit, c'est bon, tu peux monter là tout seul, moi je te donne les formateurs, et si tu as besoin d'un coup de main, tu viens me voir. Et pour lui, le Maroc, c'est trop petit, Ouais, tu vois. et donc, vous avez continué à... Donc nous, on continue en partenariat avec lui. D'ailleurs, il vient la semaine prochaine, on va dîner ensemble. Il est toujours invité par des grands comme l'OCP ou des gens qui ont des moyens pour ramener des speakers de très haut niveau. Ouais. Et voilà, on continue. On continue comme ça. Donc toujours regarder un peu et ensuite tu vas parler à des gens qui savent faire, quoi. exactement. Et t'apprends d'eux. Ok. C'est une devise que j'ai eue très tôt. Ça, Donc en ce c'est moment, pas le grave. dernier truc, c'est l'IA, quoi, qui vous intéresse vraiment à fond. En tout cas, c'est la dernière innovation. Mais le Innovation. sujet, il est toujours le même. Tu vois, le sujet, il est toujours de repousser les limites de la créativité, trouver des vérités, faire des campagnes qui impactent la culture, qui touchent les gens, qui changent les mentalités, qui font évoluer les choses, tu vois. C'est toujours ça le but. Tout le reste, c'est des enablers. C'est-à-dire, C'est que le nouveau truc qui permet de faire ça. c'est toujours le nouveau truc. Tu apprends et surtout tu quand tu as continues. l'expérience sur 10, 15, 20 ans, tu vois qu'il y a toujours un nouveau truc, mais Exactement. ça permet toujours de servir. Exactement. Ok, très intéressant. Qu'est-ce que tu fais en dehors du travail? Je sais que tu montes à cheval. Ouais. C'est une passion que tu as depuis toujours? Ouais. Écoute, je fais ça, limite, c'est ce que j'aurais voulu faire à titre Ah ouais? personnel. Donc tu montes depuis tout petit? Je monte depuis que j'ai 10 ans. Ouais. Et donc ça fait 35 ans maintenant que je fais ça. Et c'est mon antidote à moi. Ok. Tu vois, chacun il a son antidote, c'est mon antidote à moi. Le rapport avec le cheval, la compétition, c'est une passion qui permet d'avoir une vie, pour moi, extrêmement riche. Ouais. Parce que tu vas acheter des chevaux très jeunes, tu vas les élever, tu vas les faire grandir, tu vas les former, tu vas toi te former avec eux, créer un couple, de la connexion. Ouais. Il y a une connexion, c'est ça? Bien sûr. Avec un animal qui ne parle pas. Donc, tu échanges des feelings silencieux. Et donc, moi, c'est génial. C'est le truc qui te fait sentir vivant et le truc qui te permet de... Et tu fais de la compète? Ouais, je fais de la compétition sur l'obstacle. Ok. On a zappé le truc sur la IREP. Ouais, intéressant. Ouais.
On a zappé. IREP et crise. IREP et crise. Et en fait, on a appris un truc, c'était pour répondre à ta question, parce que je n'y ai pas répondu, et je t'avais promis d'y répondre. Donc, le sentiment que les gens ils ont que quand une marque est attaquée, il ne faut pas répondre, et que c'était une espèce de réflexe, Ouais. c'est en partie une très bonne chose. Mais c'est que le début. En fait, dans le monde, ils ont identifié 3 phases de la crise. La première phase, qui est la phase de storm, c'est vraiment quand les gens ils sont contre toi, tu es dans le cœur du tourbillon. Là, il ne faut rien faire. Il faut attendre. Il faut attendre. Il faut attendre, il faut rassurer les salariés, il faut essayer de, tu vois, préserver les fondamentaux. Mais tu es dans la tempête. C'est pas la peine de sortir face aux gens parce que de toutes les façons, les gens ne veulent même pas entendre ta version des faits à ce stade. D'accord? Donc, tu es dans une phase où il faut un peu faire le dos rond, comme on dit. Mais il faut préparer tes éléments de langage. D'accord? Et la deuxième phase, c'est la phase qu'on appelle de recovery. Elle peut venir très vite. D'accord? Parce que des fois, l'information est fausse. Donc, tu souffres d'un bad buzz, mais l'information est fausse. Et donc là, il faut répondre. Il ne faut peut-être pas répondre tout de suite, mais il faut absolument répondre. Il faut préparer une réponse solide, mais si jamais tu es très atteint, il faut attendre. Si jamais c'est que le début, tu le fais vite, il n'y a pas de problème. Parce que tu peux corriger tout de suite. Du coup, il n'y a pas de crise. Mais quand tu es dans la crise, c'est que tu as passé le cap de la recovery. Ouais, tu as passé le cap de la crise. On peut qualifier, parce que l'augmentation des mentions, comme on dit, c'est une conversation, ce n'est pas forcément une crise. Elle n'est qualifiée comme crise que quand elle a un certain nombre de critères. C'est-à-dire que le nombre des mentions que tu as habituellement est inférieur de 5 ou 10 fois au nombre des mentions en ce moment. C'est une vraie conversation. Exact. Par exemple, je ne sais pas, tous les jours, il y a 200 mentions à ton sujet, ou 2000, ou 20 000. C'est-à-dire, par exemple, tu as des entreprises comme, je ne veux pas dire de citer, mais des entreprises qui ont régulièrement des gens qui parlent d'eux parce qu'il y a un problème. Quand les compagnies aériennes, tout ça, ont souvent des problèmes. Mais c'est tout le temps. Donc, comme c'est tout le temps, ce n'est pas une crise. Parce que c'est tout le temps. Même s'il y en a beaucoup. Même s'il y en a beaucoup, mais c'est tout le temps la même chose. Donc, tu as un problème de réputation, un problème de service, ce que tu veux, mais ce n'est pas une crise. Une crise, c'est quelque chose de momentané. Donc, tu as le truc qui est long, et puis, quand le nombre de mentions augmente de plus de 2 fois, ça dépend, mais plus de 2 fois, plus de 3 fois, plus de 5 fois, dans un temps court, à spike là, c'est une crise. En tout cas, c'est l'indicateur d'une crise. Ou pas d'ailleurs, parce que ça peut être positif. Tu fais un super truc, tu fais le buzz. C'est pas forcément que tu as une crise. Mais en tout cas, une crise se caractérise par une augmentation rapide du nombre de mentions sur ce sujet-là. Si jamais, face à le nombre de mentions, il est causé par une fausse raison, c'est-à-dire que ce n'est pas vrai, c'est quelqu'un qui te veut du mal ou quelque chose comme ça, si tu réagis vite, tu tues la crise. Et tu réagis vite, donc il faut, que tu donnes ta version, il faut que tu la diffuses vite, aussi vite que l'autre version s'est diffusée. C'est assez rare en général parce que souvent c'est vérifié. Donc quand il y a une crise comme ça, c'est qu'il y a... Il y a souvent quelque chose. Ouais. Il y a souvent quelque chose. Donc cet élément de quelque chose, il faut vite... Ou c'est partiellement vrai, mais c'est quand même compliqué de l'éteindre avec juste... Voilà, donc il faut passer à de la phase de storm, bien réfléchir. Et là, rentrer dans la phase de recovery. Et là, il faut commencer à donner ta version en prenant en compte tous les éléments qui sont venus. C'est-à-dire que ça ne sert à rien, par exemple, si tu es boycotté par des gens qui sont des spécialistes du boycott, ça ne sert à rien d'aller dans le groupe de boycott et d'essayer de leur répondre. Parce que eux, une fois qu'ils t'ont boycotté, ils ne veulent plus avoir la vraie version, ils veulent avoir raison. Donc, quoi que tu leur dises, ils vont travailler pour dire le contraire. Donc, ce n'est pas à eux qu'il faut s'adresser. Ouais, donc déjà, à qui tu parles? Voilà, les extrémistes, il faut les laisser. C'est pas grave. Ça y est, s'il a décidé d'être contre toi, il ne changera pas d'avis. Par contre, la majorité silencieuse, c'est elle qu'il faut adresser. Donc, là, il faut vite trouver les relais d'opinion. Il faut fabriquer du contenu qui soit facile à comprendre, qui voyage vite, potentiellement viral. Et le diffuser beaucoup. Et le diffuser beaucoup, massivement, rapidement, avec la même puissance et la même intensité que l'augmentation des mentions précédentes. Ouais, ce qui parfois est difficile, quoi. Voilà. Et après, tu as la phase de rebuild, c'est-à-dire que forcément, dans une crise, tu as cassé quelque chose.
et la reconstruction de cette chose que tu as cassée. Et ça, c'est un programme sur des mois, des années. Exactement. Ça, c'est long. Mais parfois, le rebuild, il peut te permettre d'avoir quelque chose que tu n'avais jamais avant. Ouais, c'est intéressant. Donc, c'est pas un moment, c'est pas juste on est dans le feu de l'action, qu'est-ce qu'on fait, et donc on parle pas. C'est vraiment sur le long terme, quoi. Exactement. Sur le long terme, que tu vois, que tu comprennes c'est quoi le pilier qui a été touché. Ouais. Et donc, tu peux prévenir, ça veut dire. Parce qu'on a parlé de l'après, il y a aussi l'avant. Le fait de suivre tout le temps les mentions, ça peut permettre de voir si on est en train de monter et que donc, on peut faire quelque chose rapidement avant même qu'une crise commence. Bah écoute, déjà, il y a quel monitoring quoi, qui est intéressant. Déjà, obligatoirement, quand tu es une grande marque, tu dois avoir un outil. Ne serait-ce qu'un Google Alert. La moindre des choses, c'est que tu saches. Parce que si jamais ça démarre et que toi, tu te réveilles 3 jours après... Au moins un email avec les news sur toi. Quoi. Voilà, au moins tu sais si jamais le truc émerge. Mais sinon, aujourd'hui, il y a des outils qui sont très forts, notamment Powered by AI, parce que c'est plus rapide, qui permettent de monitorer en temps réel tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Donc, le nombre de mentions, il est normal et tu programmes des alertes. Tu as une équipe qui qualifie, même si l'IA qualifie maintenant de mieux en mieux. Avant, c'était difficile parce que les outils ne comprennent pas l'ironie, le sarcasme. Donc, des fois, il peut qualifier un truc négatif comme positif. Mais maintenant, ça, c'est un use case où l'IA est forte. Quoi. Voilà, maintenant, l'IA commence à comprendre le sarcasme et tout ça. Et donc, du coup, tu qualifies, tu suis en temps réel avec cet outil. Si jamais ça explose, tu réagis. Ça, c'est les clients qui sont un peu matures. D'accord ? Mais il y a plein de clients encore aujourd'hui qui connaissent pas. Qui connaissent pas encore ça, alors que pourtant... Qui connaissent pas, qui savent pas mesurer. Des fois, il suffit qu'ils peuvent considérer une crise quelque chose qui n'en est pas une. Et je dis n'importe quoi. Si demain, il y a un gars sur Facebook qui vient et qui dit que toi, je sais pas qu'est-ce que tu fais, que tu fais les dessous de table ou quelque chose comme ça, et que le mec, qu'il y a 5 mecs qui disent ça, il se peut que tu reçoives 50 WhatsApp d'amis à toi qui l'ont vu. Ouais, donc dans ta tête, ça dans ta tête, c'est une crise. Alors que c'est 5 mecs qui n'ont aucun impact. Ouais. Et donc là, tu peux te mettre à vouloir communiquer le contraire. Sauf que tu vas communiquer à des gens qui ne sont même pas au courant. Et tu vas être toi, le responsable de ta propre crise. C'est ça souvent le risque. Très intéressant ça, tu vois. C'est des situations, des situations où... Parce qu'en fait, tu peux recevoir beaucoup de réactions à quelque chose qui est très petit. Tu peux avoir petit côté, une petite inflammation, et toi, tu surinterprètes le signal, et ça devient une méga inflammation. Ouais. Et ça te décime sans que tu t'en rendes compte. Où est-ce que les gens peuvent te contacter s'ils veulent travailler avec toi, rejoindre tes équipes écoute, LinkedIn, ouais, ils me trouvent facilement sur LinkedIn. Et sinon, l'agence, on a un site, on a un contact. Je pense qu'ils n'ont pas de mal à nous trouver. Mais en tout cas, tout ce qui est talent, on a notre RH. Ok. Qui, je pense, c'est une star des réseaux sociaux parce qu'il lui envoie plein de... Ok, donc ils vont la trouver. Mais oui, ils vont la trouver. Ils la trouvent facilement et elle est très réactive. Même la page LinkedIn est plutôt bien gérée, donc c'est très réactif. Et voilà. Parfait. Bah écoute Amine, merci beaucoup. C'est un plaisir, j'ai appris plein de choses. Merci beaucoup. Donc on répète avec, tu reviens quand tu veux. Donc, merci beaucoup. Merci et bravo pour ce que tu fais. Merci. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous avez aimé cet épisode, partagez-le autour de vous, abonnez-vous à la chaîne. Et comme vous le savez, on est sur YouTube, mais aussi sur Spotify et Apple Podcasts. Donc partagez Next Wave autour de vous pour nous aider à faire connaître ces podcasts.